Et salut les Wargamers, c'est Ivy de French Show, votre chaîne de rapport de bataille et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Gros Titi pour vous faire découvrir le nouveau livre d'armée pour les Uruk Warclans. La nouvelle version d'Age of Sigmar est donc sortie au mois de juillet 2024, on est un petit peu plus de 6 mois et surtout on voit que Game Workshop dès la première semaine de 2025 arrive et met en avant Warhammer Age of Sigmar en nous montrant un nouveau livre d'armée, celui des Uruk Warclans. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme armée dedans en termes de peau verte? Et après quel gameplay aussi justement va être couvert par ce genre d'armée? Alors c'est trop cool si vous aimez les choses vertes qui tapent, c'est vraiment super sympa. Le livre va être décomposé en deux grosses sous-armées. La première c'est les Iron Jaw, ces gros orques en armure que vous voyez à côté de nous, qui sont les spécialistes vraiment du corps à corps dans le jeu, qui vont avoir parmi les unités les plus fortes en combat rapproché. Ils sont néanmoins assez lents, on va dire que c'est ça leur faiblesse globale, mais ils frappent très très fort, et ils sont inspirés par la WAG, qui est l'énergie des orques qui leur apporte la puissance magique, la puissance au corps à corps, et l'entrain d'aller se battre. Et de l'autre côté, vous allez avoir les Cruel Boys, qui sont plutôt les orques des marais. C'était l'armée phare de la dernière version, ce qui était dans la boîte de base. Eux, ils sont plutôt coups fourrés, embuscades, sortir un peu des terrains et des marais, tout simplement, pour piquer leurs ennemis et avoir une espèce de plutôt de tactique de guérilla, c'est-à-dire on va mettre plusieurs forces sur un seul même ennemi, donc pas un combat, on va dire, égal, comme les autres orques le font, et user de la ruse plutôt que de la force brute pour gagner. Ok, donc on comprend en tout cas pour la partie Iron Jaw que ça va vraiment être une armée basée sur le corps à corps. Derrière, qu'est-ce que ça va induire comme force, faiblesse aussi? Alors on va avoir assez peu de modèles sur la table, c'est vraiment une armée d'élite, c'est vraiment les orques les plus costauds, avec les meilleures armures, les meilleures armes et tout, donc ils vont pas être nombreux sur le champ de bataille, mais on va dire que pour chaque orc, on va pouvoir prélever une bonne taxe chez l'ennemi en termes de ressources. Dedans. Ouais. Dedans, d'os et puis de trophées, parce qu'on aime bien ça. Donc ça c'est le gameplay purement des Iron Jaw. Et de l'autre côté, du côté des Cruel Boys, on va plutôt avoir une armée où il y a un peu plus de monde sur la table, des unités qui sont beaucoup plus fragiles, mais qui vont se protéger par d'autres moyens, et qui va par contre apporter aussi une dose de tir qui est non négligeable et plutôt assez impactante. Tu nous as parlé de deux sous-factions, est-ce qu'elles peuvent cohabiter entre elles pour les personnes qui découvrent et qui ont, je le fais, leur dévolu vers les peaux vertes? Est-ce qu'il y a des façons de jouer où on peut justement mêler les deux familles? Qu'est-ce qu'apporte ce nouveau livre d'armée versus l'index? C'est là où c'est trop cool, c'est qu'on va retrouver des choses qui avaient disparu entre le passage entre la V3 et la V4 pour les joueurs orcs qui ont une grosse collection qu'on appelait avant la Big Wag. Et ça tombe bien, elle est de retour. Alors on va exclure les orques sauvages qui sont vraiment mis de côté parce qu'ils vont passer légende en juin 2025. Mais par contre, on va pouvoir retrouver une force par une armée de renom qui va pouvoir assembler les Cruel Boss et les Iron Jaw. Donc si vous ne savez pas quoi choisir entre les deux, vous avez la possibilité dans ce livre de pouvoir aller les chercher. On va avoir aussi également d'autres armées de renom qui vont tourner notamment autour des personnages spéciaux ou des forces très spécifiques, mais qui seront globalement un peu moins intéressantes au niveau gameplay. C'est surtout des forces, on va dire, historiques ou qui suivent le parcours de personnages. Aujourd'hui, une des plus grandes forces qu'on a sur les produits Game Workshop, que ce soit Warhammer 40 000 ou Age of Sigmar, c'est vraiment le suivi de l'éditeur. Puisque même si pour certains ça va être compliqué à suivre, puisqu'on va avoir des patchs d'équilibrage tous les 3 à 6 mois, au moins ça permet, quand on a un joueur assidu, ou en tout cas qu'on aime, qu'on est vraiment passionné, qu'on a envie de jouer, de pouvoir justement systématiquement jouer des choses qui vont être un petit peu différentes, puisque ce qu'on appelle le metagame, c'est-à-dire ce qui est fort à un moment donné, justement évolue. En parallèle de ça, quand on fait une présentation d'armée, on veut aussi faire une vidéo qui est pérenne, donc dépendamment des augmentations de coups en points qu'on pourrait avoir, qu'est-ce que tu as pensé de l'équilibrage interne et externe de ce livre d'armée? C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir justement jouer toute sa collection, et est-ce qu'on va justement être, entre guillemets, compétitif, ou en tout cas pris au sérieux à table? Alors, ce qui est pas mal avec ce livre, c'est que ça va changer, ce qui est une bonne chose pour les Uruk, puisque les 6 premiers mois de version ont été assez compliqués, notamment sur la partie Iron Jaw. On a eu du mal à trouver des listes qui s'en sortaient, que ce soit même d'un point de vue amical ou d'un point de vue compétitif, pour pouvoir rivaliser avec les adversaires. Pourquoi? Parce que quand on fait du corps à corps, globalement on craint soit une autre armée de corps à corps plus puissante que nous, et il y en avait beaucoup, donc c'était quand même un peu problématique pour une armée qui est censée être la reine dans ce domaine-là. Et on peut craindre aussi le tir, ça c'était pas trop un problème parce que la version pour l'instant d'AOS n'est pas très tournée sur le tir, donc on n'avait pas trop de problèmes sur ce volet-là. Et donc pas de frustration par des armées qui nous tuaient avant qu'on arrive au corps à corps. Maintenant, sur la partie Cruel Boys, qui avait un autre problématique, c'était un peu d'aléatoire là-dessus. On va voir que l'aléatoire est légèrement amélioré dans cette version-là, c'est vraiment des petits détails, mais qu'elle va perdre aussi en certaines capacités qui faisaient aussi sa force, donc à voir comment est-ce qu'ils vont trouver leur place dans cette nouvelle méta. Ils vont beaucoup bénéficier du Battle Scroll qui va descendre les autres armées. C'était comme deux armées qui étaient jugées assez faibles de manière générale, sauf performance individuelle qu'on a pu voir lors des 6 derniers mois. Donc on espère que le fait que les autres armées, notamment les spécialistes du corps à corps, baissent, vont pouvoir eux les faire remonter légèrement, et donc ils rentrent dans ce ventre mou moyen
qui nous intéresse le plus quand on joue, c'est-à-dire on peut jouer contre tout le monde et contre toutes les armées en prenant du plaisir des deux côtés de la table. On commence maintenant par découvrir les règles. Elles sont divisées en 2 parties. On va avoir la règle d'armée, qui est tout simplement ce qu'on appelle le trait de bataille des marche-fer, puisqu'on va commencer par donc les gros orques, les Iron Joe, et derrière vous verrez que dépendamment de vos parties, vous allez pouvoir choisir des formations différentes, justement qui vont induire certains gameplays. En tout cas, au niveau de la règle d'armée, on va avoir puissant destructeur, puisque une fois par tour, à n'importe quelle phase de héros, y comprendre donc ami ou ennemi, vous allez pouvoir utiliser puissant destructeur, choisir une unité qui n'a pas été placée à ce tour, et celle-ci va être capable de faire un mouvement de 3 pouces maximum qui va vous permettre de rentrer à portée de mêlée d'unités ennemies, et si vous y étiez déjà, de quand même pouvoir vous déplacer, mais de devoir y rester. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur cette règle? Dans un jeu de mouvement, c'est très fort, surtout dans un jeu où la portée de mêlée est de 3 pouces autour de toutes les unités ennemies, ça va vous permettre d'aller potentiellement justement loquer, ou en tout cas déjà engager des ressources. Ouais, c'est la règle, on va dire, cœur qui fait toute la saveur du gameplay des Iron Joe. C'est la capacité à bien utiliser cette règle-là. Il y a plusieurs garde-fous. La première, c'est qu'on peut le faire qu'une seule fois sur une seule unité par phase des héros. Donc c'est quand même, il faut bien choisir sur qui on va le faire. Maintenant, ça offre des milliers de possibilités. Et en fait, c'est la manière de la bonne situation et le bon choix qu'on va faire à chaque phase des héros qui va induire si on est un bon joueur à Iron Joe ou pas. Il y a des choses qui peuvent pas être assez simples, c'est-à-dire tout simplement, j'avance de 3 vers mon adversaire et ça me permet de me rapprocher pour charger derrière, mais ça peut être un très bon choix. On peut aussi voir ça de manière défensive, c'est-à-dire je recule de 3 quand mon adversaire, par exemple, a désigné qu'il allait vouloir tuer cette unité dans mon régiment de général pour faire sa tactique. Bah, je recule de 3, je peux faire un redéploiement. D'un seul coup, bah, peut-être la distance elle est devenue compliquée pour une charge adverse. Il y a le côté du j'ai joué, j'ai couru, je me suis mis devant mon adversaire et à sa phase de héros à lui, tac, je vais engager ses lignes pour le bloquer chez lui et l'empêcher d'aller par exemple sur des objectifs, du coup potentiellement aussi cutter une tactique. Il y a le côté de le gêner dans ses mouvements et dans ses phases de combat, parce que bah, on va rester au corps à corps, et bah, après avec le 3 pas, c'est induit qu'on doit rester au corps à corps, mais pas forcément avec la même unité. Donc ça peut être aussi, je retire mes pertes pour juste rester au combat, et ensuite je vais slider pour aller engager une autre, et celle qui va t'embêter, du coup bah, si tu désengages, tu vas prendre des 3 blessures mortelles, ça va t'embêter et tout. Donc les possibilités sont infinies, elles nous aident aussi à aller faire les tactiques, notamment les bords de table quand on n'a pas que des unités rapides comme des cochons ou quoi, bah avec le petit +3 ça me permet d'aller chercher un petit peu plus loin. Donc c'est vraiment un outil qui a autant de possibilités que... Donc un skill cap très élevé, ce qui est plutôt gratifiant pour le joueur. Très élevé parce qu'en fait, comme ça marche sur toutes nos unités, même celles qui sont engagées au corps à corps, finalement à chaque tour tu as autant de possibilités que d'unités sur la table. Donc est-ce que je fais avancer ma grosse mocrocha de 3 pas? Est-ce que mes 5 orques qui restent au combat, je les fais slider pour gêner un mouvement avec la portée d'engagement, etc. Est-ce que je fais reculer une cible pour qu'elle soit plus difficile à atteindre? Est-ce que je fais rentrer un personnage dans un terrain pour qu'on puisse plus le cibler? Tu vas avoir entre 4 et on va dire 8 possibilités par tour. Bah, plus tu prends la bonne possibilité à chaque fois, et pendant ton tour et le tour adverse, plus tu es un gros joueur à Iron Joe, et tu vas gêner juste avec cette règle d'armée-là, sachant que c'est gratuit, il n'y a pas de point de commandement à dépenser ou quoi. Donc c'est vraiment l'outil principal. Au départ, vous allez vous en servir de manière simple, et après vous allez creuser le gameplay Iron Joe au fur et à mesure. Petit garde-fou, on ne peut pas le faire si on s'est téléporté. Donc c'est bien, il n'y a pas de glitch, genre je me téléporte à 9 de toi et je bouge de 3. Du coup, j'ai des trucs. Et c'est à n'importe quel moment de la phase des héros. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut attendre de voir quelle unité va recevoir un buff, par exemple par une prière ou par un sort, avant de le faire, pour pas être tributaire de quoi que ce soit, ou d'attendre quelle unité l'adversaire va buffer pour savoir où est-ce qu'on va aller se placer. Yes, le deuxième trait, ça va être la WAG, tout simplement, en fait, ce qui est iconique chez les peaux vertes. La WAG mâche-fer, ça va s'annoncer une fois par bataille à votre phase de charge. Vous allez choisir un héros mâche-fer, et toutes les unités qui sont entièrement à 18 pouces de ce héros vont avoir +1 à leur jet de charge, mais surtout +1 attaque sur leur profil. Ouais, bah il faut voir ça. Donc la WAG, c'est vraiment l'énergie qui porte les orques et qui leur donne la ferveur d'aller au combat et de se transcender pour venir à bout d'ennemis beaucoup plus puissants qu'eux par rapport à ça. Et ils sont vraiment galvanisés complètement. Donc c'est cool parce que ça donne 2 bonnes règles. Le +1 à la charge, c'est toujours appréciable, surtout quand on sait qu'après, à la phase de héros suivante, on aura un petit mouvement de 3 pas. Donc ça permet vraiment d'aller attraper des choses très loin sur ce volet-là. Et de l'autre côté, le +1 attaque, bah, c'est vraiment génial. Pourquoi? Parce que déjà on est une armée de la destruction, donc on va toucher globalement à 4+ sur l'ensemble de nos profils, et donc bah on augmente nos stats de nombre d'attaques, et en plus on n'a pas une énorme rend, donc de pénétration d'armure sur nos attaques, et donc bah plus on a d'attaques, plus entre guillemets on compense ces 2 règles là, mauvaise touche et rend basse, donc c'est le meilleur bonus qu'on aurait pu avoir là-dessus. On aurait pu avoir aussi d'autres choses, mais c'est déjà pas mal. C'est bien, maintenant il faut l'utiliser au bon timing,
Voilà, et c'est encore une fois, le bon timing, ça va aussi être la première règle, c'est quand est-ce que je déclenche ça, tôt, plus tard, etc. Et pour que ça impacte le maximum d'unités. Quelque chose qui va pas être tributaire de l'équilibrage que va apporter l'éditeur du jeu, c'est-à-dire les coups en points ou les tactiques, bref, ce qui va faire un petit peu la saisonnalité aussi justement du jeu. Est-ce que tu penses que cette armée a besoin de ce fameux stat check de rajouter une attaque, ou finalement on est sur des armées qui tapent tellement fort que ce qui touche vole? Non, parce qu'en fait, justement, ce qu'on touche ne vole pas forcément, parce qu'on n'a pas toujours des stats de combat exceptionnels, qu'on est tributaire de certains buffs, ça va être des prières, donc des fois, ou des petits jets, des fois 3+, 4+, un sort qui va passer pour nous donner crit 2 hits ou crit mortal ou des choses comme ça. Et quand on n'a pas ça, en fait, on se rend compte qu'on rebondit quand même assez facilement, que dès qu'on a un malus à la touche en face de nous, c'est comme la PLS, on commence nos stats, tout le monde touche à 5, machin, donc quand tu touches à 5, avoir un plus d'une attaque, t'es vraiment content de l'avoir. Tu blesses bien, parce que t'as une force d'orc, donc globalement tu blesses à 3, à 2, donc t'as une bonne stat de blesse, mais ton jet à la touche, c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué à passer. Et donc du coup, t'es une armée qui va quasiment tout le temps utiliser une attaque en règle à chaque tour, donc ça fait déjà un point de commandement par tour que tu dois utiliser pour stabiliser ta phase de combat. Donc t'en as besoin, et donc ce stat check, finalement, t'en as aussi besoin parce que tu fracasses pas tout d'un seul coup. Voilà. D'accord. On va maintenant passer à la deuxième strate de règles, celle au moment où vous allez devoir faire votre liste d'armées, quel gameplay ou en tout cas quel bonus vous allez décrocher. Le premier, c'est la bagarre des mâches verts, la catastrophe naturelle. À chaque fois, pendant toute la partie, vous allez faire un jet de charge de 8 ou plus, et si vous n'êtes pas un héros, alors vous ajouterez justement 1 à vos caractéristiques d'attaque. Ouais, ça c'est très bon, ça a été beaucoup utilisé, ça marche très bien, moi je l'ai affronté avec Kranios, parce que tu peux prendre le jet entre guillemets qui est modifié, donc quand tu jettes ta charge à 3D, tu fais tout le temps des charges à 8, et donc finalement tout le monde a tout le temps plus d'une attaque dès que tu te fais charger, c'est vite très pénible. Pour illustrer, donc tu fais partie d'une allégeance, c'est-à-dire que l'armée fait partie de la grande famille de la destruction, et vous pouvez donc jouer votre dieu de la destruction qui est Krainos, et qui donne comme bonus en effet, à partir du moment où on est à côté de lui, de faire des jets de charge à plus 1D, donc en général on a 2, donc on passe à 3, et la variance à 3D6 c'est 10,5, donc théoriquement comme tu l'as dit, on est systématiquement dans ce bonus. Ouais, voilà, et ensuite vous verrez que les autres sous-allégeances, tout est plutôt bien équilibré, donc il n'y a pas de truc fou qui est vraiment au-dessus, et donc celle-là elle est vraiment pas mal, parce que finalement plus j'attaque, plus mon tour de WAG, sachant que ma WAG c'est durant la phase de charge, donc je peux voir quand est-ce que je la déclenche aussi, donc je peux attendre, si je fais que des petites charges, je peux peut-être utiliser ma WAG pour compenser et quand même avoir une attaque en plus, ou etc. Donc il y a vraiment différentes façons de fonctionner. Tu nous parlais tout à l'heure du fait que c'est une armée qui touche mal mais qui blesse très bien, c'est normal, ils sont un peu cons mais ils sont très très forts. Là la deuxième formation ça va être point de fer, une aptitude passive qui est défoncée et dérouillée à chaque tour. À chaque fois que vous allez détruire une unité, vous allez pouvoir sur votre prochaine activation, mais uniquement sur celle-là, et donc seulement la première fois où vous allez détruire une unité, avoir un bonus de plus 1 en touche pour la prochaine unité activée. Ouais, il y a un côté cool, c'est que du coup on a une espèce de double attaque en règle possible dans la partie. C'est-à-dire qu'en gros, ma première unité, je lui mets attaque en règle, du coup j'ai de bonnes chances de one-shot une cible, notamment qui est facile, et derrière du coup j'ai automatiquement un plus 1 hit facile sur l'autre unité. Et donc du coup je peux mettre par exemple un défense en règle sur celle qui va encaisser le frappe de l'ennemi, parce que j'ai pas un enchaînement direct. Le petit problème de ça, c'est que faut détruire une unité, donc c'est à dire que je commence par un combat qui est simple, et on sait que dans le séquencement à Age of Sigmar c'est un séquencement en ping-pong, sauf si on a un frappe en premier, c'est à dire que je tape avec une unité, mon adversaire choisit une autre unité, et donc la façon dont on joue aujourd'hui, on commence jamais quasiment par les combats simples, je commence par le combat le plus compliqué, je mets tous mes buffs, attaque en règle et tout, j'y vais, puis j'essaie de sécher le plus possible pour pas prendre trop de dégâts durant mon propre tour. Globalement, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne quand on essaie de jouer. Donc là, ça veut dire que je commence par des combats simples, pour ensuite enchaîner sur un combat où je vais mettre une défense en règle pour tenter de survivre et du coup avoir un plus 1 hit natif. Ouais, alors c'est beaucoup de conditions, c'est pas mauvais, mais ça marche globalement surtout contre les armées multiple small unit, donc avec plein de petites unités. Mais dès que vous allez jouer contre un adversaire qui a plutôt des gros blocs et peu d'unités satellites un peu mauvaises, c'est vraiment pas dingue de chez dingue. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, certaines armées vont avoir comme capacité, soit avec des mécanismes un petit peu de garde du corps, d'activer 2 unités en même temps. Ouais. Est-ce que l'armée en est dotée, donc on peut aller chercher ce genre de mécanisme? On peut, mais c'est difficile que toute l'armée va bénéficier de ce truc-là. Donc, mais par contre, ça peut être une bonne chose pour si on veut double activer, notamment avec un méga boss à pied, suivi d'une unité d'infanterie à côté ou ce genre de choses. Là, ça va fonctionner. Donc, il y a des petits tricks ou des mécanismes de frappe en premier ou des choses comme ça pour aller chercher une belle combinaison. Maintenant, ça sera très peu souvent dans la partie, on ne peut pas faire ça à chaque tour, quoi.
Ok. Autre bonus potentiel, ça va être le point bizarre. C'est donc une aptitude passive qui s'appelle l'esprit de Gork. Tout simplement, à partir du moment où vos unités infanterie sont à 12 pouces d'un sorcier ou d'un prêtre, vous allez avoir une protection à 6. Est-ce que ces fameux paliers de points de vie qu'on peut aller chercher justement pour sauver un modèle est intéressant sur une armée comme ça? Est-ce qu'on va avoir envie de jouer soit des prêtres, soit des sorciers? Est-ce qu'on sera systématiquement entièrement à 12 pour vraiment en bénéficier? Ouais, alors cette alliance-là est très sympathique parce qu'on a vraiment d'autres combinaisons avec d'autres règles qui vont bien marcher. C'est-à-dire, par exemple, on a des petits sorciers, quand ils vont être entièrement à 12 d'une unité d'infanterie qui a au moins des figurines, ils vont gagner plus 1 pour cast. Donc, du coup, on a plus 1 pour cast, et en même temps, je gagne une autre règle qui est une protection à 6. Donc, c'est cool parce qu'avec la même bulle, finalement, je double mes règles, entre guillemets, qui m'attraient. Ensuite, on a des orques, les Iron Joe, qui ont quand même une sauve à 3 pour la quasi-totalité de l'armée. Donc, save à 3 plus protection à 6. Ça commence quand même à bien tanker. Donc moi j'apprécie bien celle-là. Elle marche avec tout ce qui est gameplay plutôt autour des blocs de Hard Boys ou de Brutes qui vont commencer à, quand ils sont installés sur un objectif, c'est compliqué de venir les chercher. Et en plus, bah, chaque survie de modèle peut potentiellement amener des dégâts qui sont quand même conséquents, plutôt bons, voire des règles additionnelles qui sont des blessures mortelles ou des choses comme ça qui peuvent être vachement intéressantes. Et on n'a aucune récursivité dans l'armée, c'est-à-dire de moyen de ramener des modèles avec des points de commandement ou quoi. C'est vraiment que le ralliement qui va nous permettre de remonter des figurines. Donc un ordre générique du jeu auquel tout le monde a accès. Et donc bah, tout ce qui me permet de diminuer le nombre d'orques qui prennent des points de vie à chaque tour et le nombre d'orques qui meurent est quand même une bonne règle. Et on continue avec le dernier, c'est on arrive, la ruée de grogneurs. Ce qui va se passer, c'est que vous allez compter dans votre armée le nombre d'unités détruites. C'est un compteur que vous allez avoir pendant toute la partie. Et les unités de Grongrutrip et de Gulkikrong, c'est-à-dire les cochons montés ou les énormes cochons qui sont aussi montés, comme ça aime bien monter les trucs, comme celui-là. Et donc ces deux unités vont avoir un bonus de plus X à leur capacité de mouvement, jusqu'à un maximum de 4. Donc c'est plutôt un bon buff parce que ça va chercher les unités ennemies qu'on va détruire. Donc c'est plutôt cool parce que on est une armée qui ne fait que du corps à corps. Donc on a très envie d'aller détruire des trucs. Et maintenant, on va commencer à détruire les unités. On est rapide, mais pas tant que ça non plus. Donc, on va commencer à détruire peut-être fin de T2, début de T3. Et donc, par contre, on va facilement détruire une unité par tour à partir de ce moment-là. Sauf sur les armées très élitistes avec peu de figurines. Donc, on va se dire que fin de partie, ça nous donne quand même un bonus en mouvement qui est non négligeable, qui va nous permettre d'être meilleurs sur des scénarios, notamment avec multi-objectifs, où au départ, on a quand même une valeur de mouvement qui est assez faible. On start avec du 4 jusqu'à du 10. Donc, c'est plutôt bien d'aller chercher un plus 1, plus 2, plus 3 sur les unités montées pour se donner un peu de vitesse et rivaliser avec les cavaleries classiques du jeu. On enchaîne les amis maintenant avec les traits héroïques mâche-fer. C'est donc un trait que vous allez mettre sur un personnage de votre armée. Ils sont au nombre de 3, vous pourrez en choisir maximum 1 quoi qu'il arrive dans le jeu. Le premier, ça va être cogneur lucide. C'est une capacité qui va vous permettre au moment où vous allez déclarer une aptitude de redéploiement, c'est donc une aptitude générique qui va vous permettre de bouger de D6 pouces. Là, à partir du moment où vous allez le faire entièrement à 12 pouces du porteur, si jamais vous faites un jet de 1 à 3, ça sera systématiquement considéré comme un 4+. Ouais. Donc ça c'est vraiment très bon parce que si on additionne ça avec notre règle d'armée qui dit qu'on fait un 3 pas en moment en face des héros, on a automatiquement une unité qui peut au moins faire minimum 7 pas en retrait ou en agressif, parce que le redéploiement on peut aussi l'utiliser pendant le tour adverse pour se rapprocher de lui. C'est vraiment très bon. Donc celui-là est vraiment bien, il marche tout le temps. La bulle est quand même ok parce qu'on a soit des personnages à pied qui vont, on l'a vu, suivre les pâtés d'infanterie pour leur donner des buffs et en obtenir d'autres. Soit on peut avoir des Mokrochas qui ont des très beaux socles d'environ plus de 6 pas et donc ils vont vraiment avoir une bulle qui est vraiment énorme. Là-dessus, et quasiment toute l'armée va tout le temps redéployer d'au moins 4. Et quand on a un adversaire et qu'on veut aller chercher la castagne, et là-dessus, entre guillemets, on est obligé de prendre en compte que notre charge elle va toujours être allongée quasiment de 4 pas si l'adversaire recule. C'est pas facile. Et ce qui est bien, ce que j'aime bien, c'est que ça stabilise l'utilisation du point de commandement du redéploiement, où 1 CP pour des fois redéployer de 1, c'est un peu la tristesse. Là, on fait minimum 4, sachant que si vous faites plus, vous n'êtes pas obligé de redescendre à 4, vous montez à 5-6. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, on va avoir brute épaisse, ça va s'utiliser n'importe quelle phase de charge. En gros, à partir du moment où le porteur a chargé, vous allez jeter un dé et sur un 2+, faire D3 dégâts, enfin la valeur du dé en D3 blessures mortelles. Et si vous aviez fait une charge à 8 ou plus, ce D3 dégâts se transforme en D6 dégâts. Ouais. C'est très bon, ça va avec entre guillemets la sous-agence aussi qui dit quand je fais 8, j'ai plus une attaque. Donc là, quand vous faites 8, c'est je t'ai mis des 6 BM, plus en plus j'ai plus une attaque, donc j'ai vraiment massacré. Donc c'est pas mal parce qu'on voit que finalement les traits héroïques vont pouvoir s'assembler aussi avec des sous-factions en fonction de ce qu'on veut prendre pour vraiment créer des gameplays complets. Soit un gameplay qui est très agressif, soit un gameplay un peu plus basé sur le mouvement et les bulles de redéploiement, etc. Donc c'est cool parce qu'on voit tout de suite qu'il y a une petite profondeur. Et puis on peut aussi évidemment mixer les choses. Si je veux un missile, je prends plutôt celui-là.
Et si je veux plutôt un truc qui va plus bouger, être un peu plus technique et russe d'orc, je vais plutôt prendre le premier. Yes, le dernier, ça va être le méga bossesque. C'est une aptitude passive qui dit en gros qu'à chaque fois que l'unité du porteur a réussi sa charge, toutes les unités mâche-fer à 18 pouces d'aile vont pouvoir avoir un bonus de plus 1. Ouais, bah c'est cool parce que ça s'additionne avec la WAG. Donc bah lui, il réussit une charge, clac, il refile un buff, donc on est à plus 2 le tour de WAG pour tout le monde. Ça commence à être une agressivité qui est quand même vraiment pas dégueulasse. C'est pas mal, ce qui est bien, c'est que c'est passif, ça fonctionne tout le temps. Moi j'aime bien, c'est un bon buff, si on sait pas trop quoi prendre, on peut prendre celui-là. Il est assez simple à utiliser, il n'y a pas trop de technicité quoi. Ensuite les amis, on passe aux artefacts de pouvoir. C'est donc quelque chose en plus, encore une fois, que vous allez pouvoir choisir, toujours à un maximum de 1, sauf dérogation sur certaines armées. Là, le premier, ça va être tout simplement le crâne trophée. Vous allez ajouter 10 au contrôle d'objectif du porteur. Ouais, bah c'est super fort, ça marche sur tout le monde, hein, que ce soit sur les gros monstres ou même sur un petit personnage à pied. On voit aujourd'hui les figurines qui soient baisse l'OC ou ont énormément d'OC, c'est très fort. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on avait eu du mal à identifier en début de version si ça allait être une grosse source de gameplay. C'est vraiment fort, ça les rend d'autant plus forts sur des scénarios à peu d'objectifs où les Iron Joe vont vraiment monter en puissance, notamment avec cet artefact-là. Donc voilà, ça marche dans toutes les conditions, sur tout le monde. On peut penser à soit un méga boss à pied qui a une bonne save à 3, qui va pouvoir aller avancer, mettre des grosses tatanes, et en plus il a 10 dossés, donc pour le contester c'est compliqué, et puis bah, il bouge en face des héros, machin, il peut aussi redéployer de 4, donc bah, j'ai un redéploiement minimum de 4, 10 dossés, je bouge en face des héros de 3, on voit tout de suite des petites combinaisons qui peuvent vite être assez pénibles, en mode ma tactique c'est de reprendre 2 objectifs, dont celui-là, ok, bah face des héros je bouge de 3, redéploie, je fais minimum 4, je rentre d'objectif, j'ai fait 7 pas, je suis rentré, j'ai apporté 10 dossés, tu le reprends pas, je coupe ta tactique, et bah ça rentre. L'armée orc, par ce type de gameplay là, montre qu'elle peut être un peu plus profonde et un peu technique, et pas si facile que ça à affronter avec ce type de artefact. Yes, ensuite, génial, on va avoir une pierre à aiguiser. Bah donc tu vas aiguiser ton arme à la phase de déploiement, et en gros ça va te permettre de choisir une arme sur le porteur et d'améliorer de 1 sa perforation d'armure. Ouais, bah ça peut paraître pas incroyable quand on le prend comme ça. Maintenant, c'est vraiment bien parce que l'armée a un problème de rend. On va voir qu'il y a pas mal d'unités qui sont spécialisées, notamment contre l'infanterie, si on prend la Mokrocha. Et on peine un peu contre le reste. Par exemple, si on prend des unités un peu emblématiques, genre des Varanguard de Slave to Darkness ou quoi, c'est vraiment des épines dans le pied énormes à sortir. C'est compliqué, il faut vraiment qu'on mette en place toutes nos buffs dans tous les sens pour vraiment les sortir. Donc finalement, en fait, avoir plus un rend sur une arme ad vitam aeternam, c'est vraiment très bon. Voilà. Et le dernier, ça va être tout simplement l'armure de Gore qui va vous donner une protection à 6. Ouais, bah celle-là, c'est peut-être la moins bien. Je pense qu'on se battra vraiment entre les deux premières à chaque fois. La dernière, on la prendra, je pense, quasiment jamais. Par rapport aux deux autres, elle a vraiment peu d'intérêt. Autant on a vu les traits héroïques, on peut vraiment tous les jouer. Autant les artefacts, je pense qu'il n'y a pas trop de débat entre les deux premiers et le troisième qui est vraiment ultra en dessous. Avant de passer au domaine de sorts et de prières, on va aussi vous présenter le nouveau terrain de faction, puisque comme on vous l'a dit tout à l'heure, ce nouveau livre d'armée arrive avec des nouvelles manifestations qui sont super stylées. On a le pied de Gort qui est modélisé, les gars. Et aussi sur cette espèce de totem sur lequel, justement, cette espèce de perchoir sur lequel un prêtre ou un sorcier va pouvoir rentrer dedans, qui va donc potentiellement, là pour le coup, soit plus vous buffer, soit débuffer l'armée adverse. Ça va s'appeler la tour de Rock Boss. Vous allez pouvoir y intégrer dedans un héros à partir du moment où celui-ci sera à 3 pouces dedans, hop, il va pouvoir y grimper. Et ce qui va se passer, c'est qu'à votre phase de héros, vous allez pouvoir tenter de lancer un dé sur une unité à 18 pouces. Ce jet de dé sera amélioré de 1 si jamais justement vous avez un personnage dedans. Et donc sur un 4+, vous pourrez choisir parmi les effets suivants. Soit vous soustrirez 3 au contrôle d'objectif ennemi, soit vous soustrirez 1 au jet de lancement et de récitation de la cible, si celui-ci est un prêtre ou un sorcier, ou alors vous retirerez tout simplement un dé au jet de charge de cette unité. Ouais, alors bon, on a 3 effets qui sont bons les 3. Maintenant, il y en a un qui est quand même très au-dessus des autres. C'est quand même le moins 1 dé à la charge qui est aujourd'hui dans cette version V4 extrêmement puissant, encore plus quand on a des aptitudes de mouvement dans l'armée, etc. Bon, le décor est très cool, il a une bonne tête d'orque, c'est un perchoir où vous avez n'importe quelle personne d'infanterie, méga boss, war chanteur ou sorcier qui va se mettre dedans et qui en gros il gueule des trucs différents en fonction du mec sur lequel il crie et ça fait des effets, donc le fluff est en plus assez sympa. Ce qui est énorme, c'est que tu es sur un champ de bataille et t'as un mec que t'arrives pas à entendre à 18 pouces et qui te fait juste
Donc voilà, non, c'est assez cool. Par exemple, le -3 OC, c'est genre dégagez-les là, c'est à nous, un truc comme ça. Donc il leur gueule des trucs pas très sympathiques, mais c'est orc, donc on apprécie. Donc voilà, c'est un bon terrain de faction qui a une bonne règle, donc on aura envie de le placer et de le jouer parce que c'est quand même bien. En plus, c'est pas mal fait. Merci Game Workshop d'avoir enfin mis un socle sur les terrains de faction, donc il est entre guillemets facilement jouable et mesurable de la part de l'adversaire. On peut rentrer en phase d'héros, sortir en phase des mouvements. On peut pas taper le personnage tant qu'on n'a pas détruit le terrain. Quand le terrain est détruit, bah, on doit pop le personnage en dehors. S'il peut pas être ne pas engagé au quareur, il est détruit, sinon il prend des 3 blessures mortelles. Yes, c'est intéressant parce que quand on commence à Age of Sigmar, on se dit bah attends, moi j'ai un décor, je le mets, et on se rend compte finalement que nos adversaires peuvent s'en servir un petit peu contre nous. Donc on en a qui sont excellents qu'on va voir, et il y en a où finalement aujourd'hui on ne les joue même pas. Est-ce que toi tu penses que celui-là il faut le jouer? Et le problème c'est que tu as envie de faire en sorte qu'il soit assez facilement à 18 pouces des objectifs centraux qu'on va avoir, mais est-ce que justement tu le joues de façon défensive? Comment est-ce que tu le joues toi aujourd'hui ce décor? Je pense que tu vas le jouer, ça fait partie des terrains que tu vas jouer, comme celui par exemple des Stormcast ou celui de Slanesh par exemple, que on aime bien voir sur table parce qu'ils sont quand même assez puissants et ils apportent à l'armée. Celui-là déjà c'est pas compliqué, il faut mettre un personnage à pied dedans. On a dans toutes les listes, on va avoir des personnages à pied, donc de toute façon on aura toujours quelqu'un à mettre dedans. Et l'effet est quand même très bon, c'est-à-dire que sur un 3+, mettre moins un dé à la charge, c'est très puissant, ça doit être surtout pris en par rapport au compte. mécanisme que tu as présenté, de pouvoir reculer de 3 potentiellement, si tu as pris la bonne amélioration, pouvoir bouger de 7 finalement avec les 4 de redéploiement. Ça fait que la charge elle passe entre guillemets potentiellement à 13, donc c'est plus possible quoi. Donc c'est vraiment très très bon. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une bonne règle qui fera qu'elle est jouée, même si on le place une ou deux fois dans la partie, et quand il n'y a pas de mec dedans, ça reste toujours utilisable, mais sur un 4+, donc c'est toujours très bien. Et puis bah même des fois, ça sera, on va tenter, ah bah si je te mets -3 en contrôle score, et que finalement mon mec avec 10 dossés, il vient, bah je peux peut-être te voler un objectif, et tu pourras rien faire sur ça, plutôt cool. Voilà, on pense par exemple, il y a une unité de 10, le mec a plus de CP pour faire une contre-charge, exemple, bah si je fais mon 4+, bah finalement j'ai juste à mettre, tu passes de 10 à 3 à 7, et moi j'amène mon mec qui compte 10, je te reprends un objectif, j'ai pris 0 risque, et ça m'a coûté juste un 4+ sur un dé, puis si ça rate, bah je vais peut-être envoyer une unité pour venir te closer et machin, donc on va pouvoir ajuster aussi en fonction du résultat qu'on fait. D'accord, on passe maintenant au domaine de sorts. Combien est-ce que tu joues un petit peu près de sorciers dans une armée? Est-ce que c'est vraiment une armée qui a besoin de sa magie? Est-ce que les sorciers sont bons? Est-ce qu'ils sont pas chers? Même question pour les prières. Ouais, je dirais que tu joues au moins un prêtre et un sorcier dans chaque liste. En tout cas, je pense que c'est quand même intéressant. Les sorts sont très bons de base parce que déjà dans le domaine de sorts, vous allez voir, il y a un sort de téléportation. Donc on est obligé d'en parler avant, mais pas jouer de sorcier quand tu as un sort qui téléporte des unités, c'est quand même compliqué. Sachant que bah tu peux pas faire ton mouvement en face d'héros, mais tu peux téléporter plus faire 3 pas avec ta règle d'armée, donc finalement tu as une double mobilité possible en face d'héros, ce qui est quand même extrêmement puissant, parce que bah, le mec menace 2 de mes unités, je peux tenter d'en téléporter une, et je peux tenter de bouger avec l'autre de 3, puis redéploie, donc je peux vite m'éloigner 2 unités pendant le tour adverse, donc c'est vraiment très puissant. Voilà, et les prêtres, les prières, vous allez voir, elles vont booster globalement votre létalité, ce qui est quand même important, on l'a vu, parce que on touche pas très bien, on a au départ pas un nombre d'attaques énorme, donc on va aller besoin d'aller chercher des buffs qui viennent des deux domaines. Ok, écoute, on présente les sorts maintenant. On commence par le premier, c'est cogner dessus les gars. C'est un sort qui a le mot-clé illimité, ça veut dire que vous allez pouvoir tenter plusieurs fois de le lancer, mais systématiquement avec des sorciers différents. Je dis tenter, mais vous allez pouvoir le réussir sur plusieurs unités. Là, c'est un sort qui va passer sur du 6, qui va vous demander de choisir une unité qui soit entièrement à 12 pouces du sorcier, et vous allez avoir comme bonus le crit 2 touches, c'est-à-dire que sur un jet de touche de 6, vous allez faire non pas une, mais 2 touches. Ouais, bah ça c'est très fort, c'est très très bon parce que ça permet de lisser notre stat, surtout quand on va par exemple passer à des touches à 5+, avec un -1 hit ou quoi, bah c'est vraiment très puissant. Vous allez voir, on a un mauvais jet de touche encore une fois, bon bah ça va tout compenser de faire ça. Si on est dans la sous-allégeance où quand on fait 8 on a plus d'attaque, quand c'est le tour de WAG et tout ça est exponentiel en fait, et donc on va voir qu'on va pouvoir monter à des stats qui peuvent parfois monter en délirant. Et ça peut faire peur comme ça quand on les lit, on se dit mais attends c'est n'importe quoi, les machins vont monter à 5 attaques tête, crit de 8 ou crit mortal, machin. Rassurez-vous, depuis que le livre existe, et Red existait déjà, et c'est pas pour ça que ça a tout cassé et ça a tout perf. Donc il y a des faiblesses intrinsèques à l'armée qui font que c'est un garde-fou permanent, mais c'est un très bon sort à limiter pour pouvoir amener des forces au combat de manière plus stable. Yes, ensuite on va avoir le grand coup de boule qui lui aussi va avoir une valeur de 6. Vous allez tout simplement choisir une unité visible à 18 pouces du lanceur. Si jamais vous le passez, vous infligerez D3 dégâts mortels à la cible, et si c'est un sorcier, ça sera 3 mortels cash. Ouais, bah c'est cool pour finir un petit sorcier. C'est surtout pour le deuxième effet qu'on prend, qui voilà, c'est
anecdotique, on lancera très peu souvent par rapport aux deux sorts qu'on vient de voir. Yes, ce que j'ai aimé, c'est que là, on va vous présenter ce qu'on appelle normalement la main de Gork. Ce qui est rigolo, c'est que là, ils l'ont appelé la bonne grosse main de Gork. Ça va passer sur du 7, mais tu nous parleras des bonus aussi qu'on va être capable d'avoir. Là, en l'occurrence, vous allez prendre une unité qui est entièrement visible à 12 pouces du sorcier. S'il sort passe, elle sera replacée à 24 pouces du lanceur et à plus de 9 pouces de toute unité ennemie. Ouais, bah très cool, on l'a dit, un sort de téléportation c'est toujours exceptionnel, surtout quand on a une armée de base qui a une faible valeur de mouvement. Voilà, c'est très bon, on a des bonus, on peut aller chercher facilement un +1 dans l'armée sans trop se cogner le cerveau en tant qu'orc. Donc très cool, voilà, et en plus ça force l'ennemi a toujours gardé des unités pour garder un peu sa backline et tout. Mais il y a quand même une restriction, c'est pas n'importe où sur la table, c'est à 24 pattes du sorcier. Donc si votre sorcier il est caché au fond de la table, ça m'a assez pas trop. Mais par exemple, s'il est dans la tour et qu'il trône un peu au bord de votre zone de déploiement, bah, la bulle de 24, ça commence à faire tous les flancs ennemis de chaque côté. Et donc l'ennemi va devoir prendre en compte ça, sachant qu'on sait que les forces de dissipation à Age of Sigmar sont par contre assez limitées. Donc dès qu'on part avec un +1, bah, on a une stat qui est quand même en notre faveur de passer un sort vis-à-vis d'une dispel, même pendant le tour adverse. Donc c'est vraiment excellent. C'est ce que j'ai posé comme question. Je rappelle maintenant que vous avez un ordre générique qui est qu'à la fin de phase de héros, en tout cas une fois que l'adversaire à son tour à lui a fait tous ses sorts, vous êtes capable pour un pion d'ordre de lancer un sort. Par contre, vous avez un malus de -1. Mais quand on a -1, bah, ça passe à 7, 8, on a +1, ça va. Finalement, ça reste okay. 54% de chance de passer. Ouais, et sachant que c'est un sort TP, donc c'est quand même à prendre en compte tout le temps. C'est-à-dire, l'adversaire peut pas sereinement choisir une tactique qui implique une unité au rook qui sera à portée d'un sorcier. Voilà, c'est ça qui est quand même excessivement fort. D'accord. On passe maintenant du côté des prières. On rappelle que vous allez pouvoir canaliser une prière, c'est-à-dire que vous allez jeter un dé, décider de l'utiliser ou pas, et si vous ne l'utilisez pas, vous allez pouvoir garder ce score pour vos prochaines prières, et ainsi donc aller chercher des effets critiques, puisqu'il y a systématiquement 2 effets. Le premier, ça va être le rythme à Rafifi, ça va passer sur du 4, vous allez ajouter 1 au jet de charge pour une unité visible à 12 pouces du prêtre, et si jamais vous faites 8 ou plus, vous ajouterez un dé plutôt que +1 sur vos jets de charge. Ouais, bah c'est excellent, c'est une très très bonne prière qui stabilise. Bah, quand on a un faible mouvement, on a toujours du mal parce qu'on va se projeter, mais on subit beaucoup plus les redéploiements adverses ou les unités qui sont quand même restées loin parce qu'elles ont l'avantage du mouvement sur nous. C'est-à-dire un adversaire qui, si vous regardez dans les yeux mais qu'il a meilleure valeur de mouvement que vous, bah, lui il peut se mettre plus loin que vous. Donc vous avez toujours un peu un train de retard. Avec ça, vous pouvez compenser un peu ce train de retard. Ça simile comme si vous aviez un +1 mouvement et qui peut permettre de rattraper. Et ce qui est cool, c'est que quand on a +1 à la charge, on commence avec la WAC, on est à +2, on commence à aller toper des cibles qui peuvent être très loin. Et puis ça va gable quoi, les orques. Donc si je fais 12, d'un seul coup, mon unité se projette de 14 sur ma charge. Et donc je peux aller chercher des trucs et créer la surprise sur ce volet-là. Moi j'adore, et puis ça va bien avec notre 3 pas de mouvement en face des héros. On a vraiment une belle petite projection. Tac, j'ai passé ma prière. Cool, j'ai +1. Tac, du coup, je peux booster en faisant avancer cette unité-là plutôt qu'une autre et tout. Vraiment très bien. Ok, ensuite on va avoir le rythme réparateur, c'est une prière qui va passer sur du 4, ça va nous permettre de choisir une unité à 12 pouces du prêtre et de la soigner de D6, et si la valeur du lancement était de 8, ça sera D3 plus 3. Ouais, bah c'est bien, ça pour les grosses pièces qu'on va avoir, notamment la Mokrucha, Gordrak ou quoi, c'est entre guillemets excellent de pouvoir remonter des points de vie. Ça plus un ralliement, franchement on remonte à une petite dizaine de points de vie en un seul tour, c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Et on termine avec le rythme qui tue, ça va passer sur du 5. Ça va nous permettre de choisir une unité à 12 pouces du prêtre et d'ajouter 1 les caractéristiques de dégâts des armes du mêlée. Et si jamais vous avez fait 10 ou plus, donc 2 à 3 tours de canalisation quand même, de pouvoir tout simplement le faire sur 2 unités. Bah ça fait toute la saveur du jeu. Or que c'est là d'où vient la létalité, c'est-à-dire comment transformer une machine à tuer. Ça se combine avec, on a vu en domaine de sort, crit de hit. Bah si en même temps je mets sur la même unité +1 dégât, on verra après qu'on a une capacité à, si on n'a pas passé le crit de hit, de mettre un crit mortal. Bon bah là je peux avoir un crit mortal avec un +1 dégât. Bon bah là c'est l'explosivité orc dans toute sa saveur. Et l'armée en a besoin. C'est-à-dire que j'ai peu de rend, je touche mal. Donc c'est vraiment important que chaque blessure qui va passer va maximiser son nombre de dégâts le plus. Et c'est avec cette lecture de cette prière-là qu'on va devoir lire aussi certains War Scrolls en se disant ok, ça paraît un peu cher, ou leur létalité elle a l'air comme sujette à pas mal de trucs. Maintenant, voilà, quand on a +1, +2 attaques et qu'on passe nos dégâts à +1,
bah, même si je te fais faire pas mal de sauvegardes, même à 2, il te reste une sauvegarde à 2 ou à 3, chaque fois que tu vas rater, c'est du 3-4 dégâts qui va passer, et ça fait vraiment super mal. On rentre maintenant dans le dur de ce Battle Tom. On va passer au dieu de la destruction. Pareil, lui, il est jouable aussi bien en Iron Joe qu'en Cruel Boys, donc on va le présenter qu'une fois. C'est Kranos, c'est le dieu de la destruction. C'est une pièce à la fois iconique. Certains vont même jeter leur dévolu sur cette faction, tout simplement parce qu'il y a le dieu de la destruction dedans. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce mec? Combien aujourd'hui il coûte? En points, pas en euros. Et derrière, quelle que soit entre guillemets son évolution par rapport à l'équilibrage, qu'est-ce qu'il va amener dans une armée? Eh ben écoute, c'est une très bonne pièce. Kranos, il a la capacité, que ça soit en Cruel Boys et en Iron Joe, d'avoir deux identités dans lesquelles on va aller chercher. C'est clairement un des plus gros tons du jeu en termes de frappe. Il a sûrement un des meilleurs profils de dégâts du jeu avec sa masse, qui fait du 3+, 2+, raid -3 avec du flat 4, donc c'est juste magnifique. Il bénéficie très bien des deux grandes armées qu'on va voir aujourd'hui, à savoir du coup les Iron Joe et les Cruel Boys, pour deux raisons. La première, si on le prend en Iron Joe, c'est globalement la sous-agence qui fait, dès que je fais des 8 à la charge, j'ai plus d'une attaque, ça marche sur lui. Donc entre guillemets, il a déjà un profil de ton, il devient un méga ton, donc on adore. Et il bénéficie bien des prières, des sorts, etc. qui vont bien Que sa fonctionner projection, dessus. puisque lui, il peut bénéficier justement du 3 pouces de mouvement. Exactement. Donc c'est vraiment excellent, il n'y a rien à dire là-dessus, il marche bien. Et il donne une force de frappe qui est 1000 fois supérieure à celle d'une Mokrocha. Donc si on veut un gros monstre et qu'on veut vraiment un truc qui va tout le temps impacter sur le champ de bataille et pas que contre un certain type d'unité, on ira sûrement chercher Kranos, et puis bah, il est emblématique, c'est notre dieu à tous. Et en Cruel Boys, il va apporter autre chose, c'est-à-dire que les Cruel Boys vont lui apporter les Dirty Tricks, donc on verra ce mécanisme qui permet de faire des petits coups fourrés, qui vont permettre de l'aider dans son combat, notamment quand on va venir sur Kranos, de pouvoir mettre un frappant dernier à l'unité, et donc de taper avec votre ton en toutes circonstances. Sachant que sa plus grande faiblesse, comme il y a peu de tirs aujourd'hui dans la metagame, c'est surtout les unités fortes de corps à corps. Et les unités fortes de corps à corps, si elles prennent frappant dernier et qu'elles se font taper par Kranos, bah, d'un seul coup, elles ont peut-être plus le DPS possible pour le sortir, et donc c'est un peu la grande tristesse. Donc on va globalement l'apprécier dans les deux versions, pour deux choses différentes. Un peu plus technique en Cruel Boys, si on peut appeler les Kranos techniques, mais quand même. Et vraiment violence maximum en Iron Joe. Voilà, et puis il est jouable chez tous les orques, puisqu'il était aussi très bon, il est toujours très bon en orc sauvage. Donc c'est une bonne pièce à avoir si vous aimez les orques dans la destru. Il apporte des choses à chaque fois. Il a une très bonne protection contre la magie avec son ignore les sorts sur un 3+. Il peut one-tap des monstres avec sa règle d'impact qui fait qu'il met des CBM si vous n'êtes pas un monstre, et si vous êtes un monstre, il va multiplier les 2D. Si vous ne faites pas de 7, vous multipliez les 2D entre eux. Donc par exemple, si vous faites 5 et 4 à la charge, 5 et 4, bah, ça fait 20 BM d'un coup. Bon, bah, ça permet de one-shot des trucs assez stylés. Et il donne une charge à 3 et 6 autour de lui. Donc c'est une pièce de support, de violence, et qui tank bien, et qui en plus a un très bon OC, puisqu'il a le meilleur OC du jeu. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'on est censé être une armée de corps à corps, mais qu'on va peut-être parfois peiner un petit peu sur tout ce qui va être très armuré. Tu prenais l'exemple tout à l'heure des Varangard, qui sont souvent un stat check qu'on aime potentiellement atteindre, j'ai bien potentiellement parce que c'est compliqué, pour justement avoir cette fameuse carte du au moins si je sais qu'il y a ça en face, j'ai au moins une ressource qui sait le gérer. Donc mon adversaire va avoir une espèce de bulle d'interdiction. Ouais. Lui, il passe ces fameux stat checks. Ouais, il les passe, et ce qui est pas mal, c'est que lui, plus les buffs d'une autre unité, type des brutes ou un truc comme ça, on peut atteindre le stat check sur deux endroits de l'armée, donc pas être dépendant en plus que d'une seule pièce, dire bah si je mets tous mes buffs, ma wag, ma prière, mon truc sur une unité, c'est bon, et si d'un autre côté j'ai Kranos, bah je peux aussi m'en sortir, donc j'ai deux solutions en fonction de la situation. On continue et on s'attaque justement aux gros méga boss, c'est-à-dire vos généraux en général, c'est-à-dire ceux qui tapent les plus forts, ceux qui peuvent aussi chevaucher ces espèces de trucs qu'on appelle des mokrochas. En français, c'est des gueules qui crasent, mais on les appelle pas comme ça en général. Vous allez avoir une version nommée qui est tout simplement Gordrak, qui vaut 380 points, et la version générique qui lui en vaut 360. Ce qui est intéressant, c'est déjà de se dire que tous, justement, ces gros héros vont partager une même aptitude qui va être la victoire renfort, puisque à chaque fois que soit Gordrak, soit une mokrocha générique va au moins détruire un modèle d'unité détruite sur un tour, il va gagner un pion de wag, et que par pion de wag qu'il va avoir, vous aurez donc compris que c'est maximum 1 par tour, il va augmenter son nombre d'attaques de 1 par pion de wag qu'il dispose. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la version de Gordrak, donc nommée, versus la générique, et encore une fois aussi en termes d'équilibrage interne et externe, qu'est-ce que ça vaut sur le champ de bataille? Alors, ce qui est intéressant avec Gordrak, c'est qu'il a comme un buff de votre tour de wag qui est extrêmement significatif, à savoir que lui, durant le tour où la wag a été lancée, il va donner également un +1 hit à tous les Iron Joe entièrement à 18 de lui. C'est monstrueux, ça le rend excessivement fort et très séduisant à prendre dans son armée. Maintenant, c'est une machine à peindre comme son petit copain, parce que son petit copain, on va dire que lui,
méga boss du coup classique sur Mokrocha, vous allez pouvoir le stuffer, donc lui mettre des buffs qui sont quand même assez conséquents. On pense au 10 d'OC, le D6 d'impact qui met des dégâts, ou autres, ou améliorer sa perf par exemple de 1, c'est vraiment très bon. Il a aussi un rampage qui est pas dégueulasse, qui est en gros, il prend les monstres adverses et il jette un dé, et il peut diviser par 2 leurs caractéristiques d'attaque des compagnons. Donc en gros, ça le rend très fort en duel de gros contre gros. Et c'est pas mal parce qu'on n'a pas forcément les meilleures sources de dégâts pour faire tomber ce type de grosses cibles, type dragon ou n'importe quel monstre monté un peu énervé, mais boss sur Stonehorn, des ogres ou ce genre de choses. On peut un peu galérer, et lui il est vraiment excessivement fort contre eux parce que c'est en général les meilleures attaques des profils. C'est pas souvent les mecs en haut, c'est souvent le gros profil de la monture en dessous. Lui divisé par 2, ça fait quand même super mal. Il tank très bien, 20 PV ça va à 3, c'est vraiment très correct. On a vu qu'en plus on a une prière pour le soigner et tout. C'est vraiment un bon ton. Le gros avantage de l'autre, ça va être surtout de pouvoir le stuffer et lui mettre des bonnes pièces d'équipement sur ce volet là. Lui il est plutôt anti-infanterie. C'est là un peu où bas blesse, c'est que du coup il est fort contre l'infanterie, mais notre armée elle a pas trop de problèmes contre l'infanterie, elle a plutôt de problèmes contre soit peut-être l'infanterie vraiment d'élite, genre Stormcast, qui peut monter en sauvegarde à 3, à 2 et tout. Là, ok, la Mokrocha classique elle est bien, mais il est moins passe-partout. C'est-à-dire que quand il va arriver sur de la cavalerie ou sur des monstres adverses, il va être là, j'ai rien de -1 sur mes profils. Et ça, c'est un peu la tristesse, quoi. Donc ok, j'ai plein d'attaques parce que je peux mettre tous les buffs qu'on a pu voir précédemment, mais c'est pas complètement fou. Autre point pour acter sur le mouvement, la Mokrocha classique a quand même un bon rampage qui marche contre tout le monde, qui est plutôt cool, qui est globalement, quand je vais charger, au lieu de faire un mouvement d'engagement de 3 pas, j'ai 2 D6 pour le faire. Alors attention, là où c'est ok, c'est bien, c'est la taille du bestiau. Faire 2 D6 avec ça, faut vraiment qu'autour ça soit une morne pleine pour pouvoir se déplacer de manière assez simple. Maintenant, mouvement de charge, on a des bonus à la charge, on a des choses, plus un 2 D6, plus un 3 pas après durant le tour adverse. On peut aller taguer des trucs de vraiment très loin et aller embêter son adversaire. C'est cool. C'est pas non plus game breaker complet. C'est bien. Voilà, c'est bien. Yes, on le rappelle aussi, vous avez un ordre de fin de tour. Si jamais vous avez chargé, que vous avez plus de points de vie que l'adversaire, autant vous dire qu'avec 18 ou 20 PV, vous les aurez. Ouais. Vous serez capable donc de refaire un mouvement normal, soit à portée de mêlée, soit pas à portée de mêlée. C'est ça, mais comme on n'a pas un mouvement exceptionnel, on a toujours un peu de mal à se placer avec ces unités-là, parce qu'elles ont un énorme socle. Donc si je me suis enfoncé dans les rangs ennemis, est-ce que je vais arriver à repartir vraiment dans une zone qui est soit safe, soit intéressante d'un point de vue placement ? Bon, voilà, elle a beaucoup moins de mobilité qu'avant, mais ça reste une bonne machine à peindre, mais en fonction des cibles, c'est ça qui est peut-être un petit peu dommage avec la Mokrocha dans sa version actuelle, comme on l'a designé Game Workshop. On est aux alentours pour l'instant de 360-380 points, tout ça peut évoluer à 10-20 points, c'est pas la question. Est-ce que c'est important d'avoir ce genre de ressources dans son armée ? Tu l'as dit, ça tank bien, mais aujourd'hui n'importe quelle armée, que ce soit avec la blessure mortelle ou avec un -1 sauvegarde, est quand même capable de te faire très mal. Est-ce qu'il faut mettre autant d'œufs dans le même panier sur un gameplay Iron Joe ? Bon, déjà, la figue est tue. Ce qui est quand même, attends, au contraire, je pense que même beaucoup de personnes veulent les mettre pour ça. C'est pas une mauvaise pièce. On peut la jouer dans tous les formats, compétitifs, amical ou quoi que ce soit, et pas être ridicule avec. Elle doit être prise en compte. Elle fait quand même un nombre de dégâts qui est significatif. Quand je commence à cumuler des buffs dessus, ça rigole 0. Donc c'est pas une mauvaise pièce. Maintenant, est-ce que c'est mieux ça, ou est-ce que c'est mieux Cranios pour 200 points de plus finalement, qui lui a une létalité qui est bonne contre tout le monde, ou est-ce que je vais pouvoir rentrer une unité plus un petit personnage pour le même prix ? Voilà, c'est niveau, il y a le côté charisme, le côté style, est-ce que vous avez envie d'avoir un méga orc ? Gordrakk est quand même exceptionnel pour moi pour son côté où il rend le tour de Wag dévastateur de manière vraiment incompressible, c'est-à-dire on peut vraiment tout arracher sur un seul tour. L'autre, le classique, je suis un peu plus réservé. Ce qu'il faut imaginer, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui va pénaliser le plus l'orc, c'est un adversaire qui va être capable de mettre des -1 à la touche. Le fait de se dire qu'on peut potentiellement, sur une grosse partie de la table, avoir plus un touche, et derrière, même si l'adversaire vous met un -1 touche, vous pouvoir mettre plus de touches, donc c'est capé à +1, mais donc au moins l'unité qui est importante touche à 3+, et le reste de votre armée à 4+, quasiment incompressible. Ouais. C'est vrai que ça peut répondre à pas mal de questions, quoi. Ouais, ça peut vraiment sauver la vie. Hein. Donc c'est vraiment très cool. Ouais. Si maintenant on passe au méga boss qui est à pied, il est aujourd'hui aux alentours de 180-190 points. Il va avoir 2 aptitudes. La première, c'est la victoire en fort. Comme d'hab, dès qu'il va détruire une unité, il va ajouter une attaque. Et lui, par contre, il va avoir tête de brute. Donc il va jouer en synergie avec une unité de brute, puisque si celle-ci est à 3 pouces de lui, déjà ils vont pouvoir quasi s'activer en même temps. Et en plus de ça, lui va leur donner un bonus flat de plus une attaque.
Ouais, c'est vraiment très bon. Il faut savoir que c'est quand même un excellent porteur des artefacts et traits de co, parce que tous nos artefacts et traits de co nécessitent d'avancer quand même sur la map pour être le plus effectif possible. Et donc, bah, plus j'avance, plus j'ai envie d'avoir quelqu'un qui soit se défend au corps à corps, soit est quand même assez tanky. C'est son cas à lui, donc c'est vraiment très cool. C'est une bonne machine à peindre aussi, il se défend quand même très bien. Il peut largement venir à bout de petites unités tout seul. Et son buff est non négligeable de donner plus d'une attaque. Bah, là, on monte, on est déjà, si on prend les 3 buffs, on est à plus 3 attaques potentiellement sur l'unité. Bon, là, ça commence à mettre des tartines très très fort. Si on voit le petit personnage qui est après aussi, qui va nous permettre de rajouter encore plus de débilité et vraiment d'atteindre des paliers vraiment monstrueux. Yes, donc on sort du côté des méga boss. Là, on va vers un personnage nommé qui s'appelle Zogrok Anvil Smasha, qui lui est pareil aux alentours de 180 points aujourd'hui et qui va surtout avoir 2 bonus. Le premier, c'est le pouvoir du dieu vert. C'est une aptitude de votre phase de héros. Dépendamment de la manière dont vous allez équiper justement ce personnage, vous allez soit sur un 4+, soit sur un 3+, pouvoir donner crit mortel à une unité d'infanterie à 12 pouces de lui. Bon, bah c'est le meilleur buff de létalité qui existe quasiment dans le jeu. Maintenant, il est réduit à un 3+. Alors, c'est un 4+, mais il faut prendre la bonne arme, ça c'est à 3. Donc, globalement, vous prenez la bonne arme et il est à 3. C'est monstrueusement fort, notamment quand on a plus 3 attaques. Donc, vous voyez tout de suite, là, on a une première comparaison. C'est est-ce que je prends un méga boss et Zogok ou un Mokrocha, parce que c'est quasiment le même prix si on additionne. Les combinaisons des deux ont l'air quand même un peu plus séduisantes qu'une Mokrocha qui part un peu solo pour faire des pilines de 2d6 et tout. Voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi le choix dans la construction qui est pas si simple que ça, c'est d'aller chercher peut-être des unités qui vont un peu mieux synergiser avec le reste de nos troupes et pas prendre de gros tons vraiment, parce que c'est des gros tons mais qui sont pas non plus si insane que ça en termes de létalité. Donc lui, pas forcément auto-include, même si sa règle est vraiment exceptionnelle. Le problème étant que c'est sur un 3+, donc elle est vraiment extrêmement random et non contrôlable par le joueur Rook. Mais bon, ça reste une règle qui est quand même monstrueusement forte. Yes, ce que je trouve très bien, on le dira surtout en conclusion, mais comme tu l'as dit, aujourd'hui les méga boss sur Gulkikraz ou le personnage nommé gagnent pas forcément en tout cas la balance par rapport aux synergies et aux coups en points. Mais ce qui est aussi très cool, c'est comme je disais tout à l'heure, Game Workshop rééquilibre très souvent justement le jeu, quasiment 3 à 4 fois par an. Et le fait de se dire que bah ouais, mais s'il commence à baisser la Mokrocha, là on verra peut-être envie de l'avoir beaucoup plus et on pourra jouer ce genre de modèle dans n'importe quel contexte. Donc c'est ça aussi qui est très très cool quoi. Ouais, c'est clair. On passe maintenant du côté des danseurs avec le chant de guerre, c'est donc le prêtre Uruk. Il vaut 120 points. Si on regarde déjà son châssis, c'est 120 points, 6 points de vie, sauvegarde à 4, OC2, mouvement de 4, c'est normal, c'est un orc. 6 patates en 4+, 3+, sans perforation, dégâts D3, et surtout comme aptitude qui, si jamais il détruit au moins une figurine en phase de mêlée, alors il gagne D3 points de rituel. Ouais. Bah, c'est très bien, c'est un bon prêtre qui a en plus une petite capacité pour gagner des points de rituel en plus, qui peut arriver parce qu'il peut largement aller tabasser des petits cordons, des trucs comme ça pour aller chercher nos meilleures prières qu'on a pu voir auparavant. Quasiment auto-include d'en prendre un au moins pour aller chercher la capacité qui augmente les dégâts sur une unité. Donc on aura quasiment toujours un dans la liste. Ensuite les amis, on passe au chaman, mes figurines préférées de l'armée. Lui il vaut 130 points, il tank beaucoup moins bien mais il est pas là pour ça. Il a quand même un vomi qui est assez rigolo, qui va permettre de faire des tirs en mêlée. Et surtout, il va avoir comme capacité, s'il est à côté de 10 modèles dans une unité, il va avoir non plus 1 pour lancer un sort, mais plus 1 sort. Ouais, donc il est niveau 2, pas mal, parce qu'on a des manifestations du coup à lancer. On a quand même 2 bons sorts, on va dire au moins par tour, pouvoir lancer son crit de hit et sa téléportation. Donc même un chaman finalement est suffisant pour bénéficier de l'ensemble du domaine des orques, donc c'est vraiment très très cool. Parce que moi je précise aussi que ça marche de façon défensive, puisque plus 1 niveau de puissance, ça veut aussi dire qu'on peut dissiper un sort de plus. Ouais, absolument. Et puis à ce côté, que on va bien bénéficier des sites de pouvoir, parce que du coup, en se sacrifiant sur un site de pouvoir, on va lancer 2 sorts à plus 1, ça commence à être vraiment pas mal. Donc moi je l'aime beaucoup, et c'est pas très compliqué dans une liste d'avoir un pâté de 20 Hard Boys, c'est en plus une très très bonne unité. Maintenant, dans toutes les listes, on n'aura pas des pâtés de 10. Voilà, parce que, par exemple, même si je prends une unité de 10 brutes, donc 5 brutes renforcées, dès que je perds un modèle, j'ai plus mon bonus, donc finalement, je l'aurai pas tout le temps. Il va bien dans le gameplay, on a vu la sous-allégeance qui dit que quand vous êtes entièrement à 12 d'un personnage, vous avez une protection à 6. Donc du coup, lui, dès qu'il est dans sa bulle, double buff. Donc vraiment très très bon. Yes. On l'a vu tout à l'heure, tu nous disais qu'on allait jouer minimum un sorcier, un prêtre. Aujourd'hui, 120, 130 points les deux. On est sur quelque chose de cohérent, de compétitif, pas dans l'idée de jouer compétitif, mais compétitif par rapport au reste du monde. Ouais, c'est bien costé. C'est bien costé et ils ont rien à envier. C'est parfaitement dans la moyenne avec en plus des petits effets. Même entre guillemets 130 points pour un sorcier niveau 2 sous condition, c'est pas cher.
On passe maintenant du côté de la troupaille, c'est-à-dire des brutes, enfin c'est de la troupaille élite. Là on est à 200 points les 5 modèles, on est donc à 400 points les 10. Par contre, bon bah déjà c'est 3 points de vie, sauvegarde à 3, mouvement de 4, contrôle d'objectif 1. Grosse capacité qui est que si jamais votre adversaire n'a que 1 ou 2 points de santé sur les figurines des unités, il ne peut pas contester les unités qui seraient à portée de mêlée de ces petits gars. Ouais. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont vraiment full anti-infanterie. Maintenant, si j'ai un petit peu une doléance à leur donner, c'est qu'ils sont surspécialisés. C'est-à-dire qu'on va avoir une unité qui va éclater tous les pâtés d'infanterie, qui a une règle en plus qui va leur dire, en plus, ils contestent pas les objectifs. Bon, normalement, quand vous êtes fait taper par la botte, déjà, il vous reste quand même pas grand-chose. Mais au cas où, même s'il en reste qu'une seule, je peux charger un pack de 20 pink et je me mets all out défense. Ils peuvent pas me tuer et bam, j'ai contesté un truc à une unité de 20 mecs avec des bannières et tout. Bon, c'est vraiment très fort. On adore ce type d'unité-là qui a des excellentes règles. Maintenant, elle est surspécialisée vraiment dans ce domaine-là et on peut la voir pédaler contre d'autres cibles de manière un peu frustrante pour le joueur en disant j'ai mon pâté de 10 brûles, je me suis fait charger par une cavalerie qui est en sève à 2, je galère, j'arrive pas à tuer, je galère à tuer 2 modèles, je suis obligé de mettre tous mes buffs de mon armée pour m'en sortir. Ça peut parfois être un petit peu frustrant en fonction de la target qu'on a en face de nous. C'est rigolo, je pense que aussi la frustration elle peut naître de l'autre côté, parce qu'il te reste un mec à un point de vie, et vu leur capacité tanking, c'est quand même complètement plausible. Bah là, l'objectif il est toujours à moi, quoi. Et c'est au contraire, ça peut vraiment être des espèces de petits stat checks, enfin des barrières qui font que tant qu'on ne télétombe pas, ça peut être assez frustrant. Moi j'ai une autre question pour toi par rapport au positionnement de l'unité dans l'armée. Aujourd'hui, on est sur une armée assez élite quand même. Est-ce que jouer des packs de multiple small units qui sont quand même à 200 points, mais qui fait finalement, écoute, même sur un scénar à 6 objets, moi je mets une unité à 200 points, c'est pas avec 3 Nurglings que tu vas me le reprendre. Est-ce que c'est viable ou est-ce que non, il y a d'autres slots dans l'armée qui vont répondre à ça? Non, alors. Tu sais, je pense à des Kinera, à des connards comme ça qui vont venir t'embêter. Mine de, pour 200 points, tu dis, mec, moi, vu ta liste, cet objectif, c'est le mien jusqu'à la fin de la vie. Ouais, maintenant, si tu pars dans un multiple bonus, qui est tout à fait viable en termes de liste, tu vas pas non plus avoir beaucoup de monde sur table. Et le problème, c'est que dès qu'il y a un énorme marteau en face ou une très grosse enclume, bah, t'as plus rien pour le sortir, faut y aller à 2-3 unités. Sauf que t'as pas trop de frappe en premier, de mécanismes comme ça qui te permettent vraiment d'enchaîner en termes de frappe. Et donc, bah, tu vas pédaler, en fait, tu vas être là, je tape avec une unité. Bah, j'ai choisi que de prendre 5 modèles, donc ouais, je tape, mais c'est pas non plus incroyable. Même si j'ai mis tous mes buffs dessus, ça reste que 5 gars. Et de côté, mes autres unités vont se prendre la foudre quand mon ennemi va riposter. Donc soit tu prends 10 brutes, tu mets tous tes buffs, tu peux raser quasiment n'importe quoi en jeu, t'arrives, tu peux faire des stats, à genre je mets 40 mortels avec mes brutes, c'est une dinguerie, c'est sué, elles ont 6 attaques chacune avec du flat 3 crit mortal. Oh, voilà, donc là c'est scandale, tu prends un caron, tu le tords et tu rigoles. Soit tu peux être là, j'ai raté mes buffs, mes prières, mes machins, et en fait j'arrive et je pédale à tuer un 20 en guard qui s'est mis en all-out defense, il me tient 10 brutes quoi, tu vois. Voilà, donc les deux solutions sont bonnes et tu vas avoir un moteur de joie pulvérisatrice ou de frustration vraiment qui va t'emmener au fond en fonction des situations. On passe maintenant du côté des bizarres brutes ou d'autres types de brutes. On va en avoir deux types. On va avoir les bousilleurs qui eux sont à 130 points. Les trois ont l'excellente capacité de pouvoir courir et charger. Ils comprennent dans Age of Sigmar le fait de pouvoir faire un mouvement de type un ordre de type redéploiement et quand même une contre-charge derrière. Donc ça peut être assez intéressant. Bon, après derrière ils sont un petit peu en mousse puisque ça reste des orques 3 points de vie, mais cette fois-ci une sauvegarde à 5. Mais ils ont de base une protection à 5. Ouais, bah c'est des très bonnes unités qui donnent un petit peu de vitesse à l'armée, notamment avec le mouvement en phase des héros adverses ou durant sa phase des héros, plus redéploiement potentiellement minimum à 4, plus la contre-charge. Alors, on va me dire, oui, tout ça c'est très cher, Thibaut, c'est 3 points de commandement. Oui, mais c'est 3 points de commandement qui peuvent voler un objectif, couper une tactique. Par exemple, mon adversaire, tour 1, il sait pas quoi faire, il fait prendre le centre parce que c'est le seul faisable sur ce scénario-là. Bah, moi j'ai des Rangers, ils font 3, 4 minimum, et ensuite je claque contre-charge. Bam. Et comme je suis une armée de la destru, je suis pas méga fort entre guillemets en choix de tactique, etc. Je suis un peu limité. Bah ça me donne une open d'aller chercher. On peut penser à ces packs là aussi en renforcé, hein. C'est quand même pas déconnant. Ça fait des très bons marteaux qui commencent à galoper plutôt fort. On a des occurrences de charge à 3D, même sans Cranios dans l'armée. Mais ça commence à faire. Course auto, ça fait 10 de move. Si j'ai WAG, j'ai plus 1, charge à 3D. Bah, je traverse la map quoi. Voilà, donc pareil, hein, eux, il y en a une qui est anti-monstre et l'autre qui est anti-infanterie. Personnellement, je pense que j'irai souvent chercher l'anti-monstre. L'anti-infanterie, je la rase déjà avec mes brutes. Donc, d'accord, donc là tu parles des rageux brutes qui pour l'instant sont à 120 points les trois. Eux ils ont comme capacité quand ils sont chargés déjà d'avoir frappe en premier par rapport à ces fameux mécanismes. On va vouloir justement c'est mon tour, j'ai chargé, frappe en premier, j'active celle-là, c'est mon tour, j'active une deuxième unité puisque c'est l'équivalent un peu d'une sous-phase de ce côté-là. Et eux pareil, ils ont la petite course et charge donc la même latitude.
Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment très cool, ces unités qui donnent un peu de mouvement et un peu de kiff, surtout quand on joue du full infanterie, qu'on n'a pas forcément envie de rentrer des cochons ou quoi. Ça donne un peu de vitesse et de saveur et plus de difficulté pour l'adversaire à jouer en face. Ensuite, les amis, on passe du côté des Dur Boy, Hard Boy en anglais. On va d'un côté avoir le personnage Dur Boy qui vaut 120 points, et de l'autre côté les packs de Dur Boy qui, eux, sont à 180 points, les 10. Et quand on regarde donc, d'un côté, on va avoir les Hard Boy qui, eux, à chaque phase de mêlée, vont pouvoir justement jeter un dé par modèle à 3 pouces de E et sur un 6 faire une blessure mortelle. Si on a justement le personnage Big Boss Hard Boy à côté, ça sera sur du 5+. Et ils ont aussi plus 1 en perforation d'armure quand ils se font charger. Donc chaque bonhomme va faire 2 attaques sur du 4, qui va blesser à 3, perf moins 1, dégâts 1 potentiellement, moins 2 quand ils se font charger, et sinon ça reste des boys, ils ont 2 points de vie par tête de pipe, et une sauvegarde de base à 3. Ouais. Donc 18 points le bonel, c'est cool. Ouais, c'est un très bon modèle, c'est une des listes qui a tendance à quand même potentiellement faire peur sur le fait de mettre 2 packs de 20, 3 packs de 20, donc un gameplay un peu plus swarm, on va avoir beaucoup de monde sur la table. On va être très fort sur peu d'objectifs parce qu'on combine un volume d'attaque qui est ok moins avec par rapport au cours en point encore une fois, et par contre une bonne dose de mortel assez stable. On va mettre entre 5 et 8 mortels à chaque fois qu'on va s'activer. C'est en début de phase de close parce que c'est des capacités, on sait avant que votre adversaire tape, c'est à chaque phase de mêlée, donc c'est vite pénible, hein. Même des monstres vont vite tomber, 6 mortels. Bon bah quasiment tous les monstres du jeu sont à 16 de 18 points de vie. Finalement 3 phases de mêlée sans faire grand chose, vous avez tué un modèle. Ça c'est sans compter vos attaques. Donc ça va très vite. On va dire qu'en 2 phases de corps à corps, on peut être quasiment sûr de plier tous les gros modèles du jeu ou les grosses unités un peu impactantes. Là dans les stats que tu fais, c'est-à-dire que tu induis le personnage à 120 points. Quasiment obligatoire, sachant que si vous jouez des blocs de Hard Boys, pour moi vous allez chercher la sous-allégeance qui va vous donner la protection à 6 quand vous êtes à côté des persos. Du coup, ce personnage-là, il va encore une fois très bien porter nos équipements, etc. pour venir buffer. En plus, il buffe le ralliement des unités. Donc, quand vous allez affronter des armées de tir ou des armées qui auront un peu de dégâts à distance, en plus de leurs dégâts de corps à corps comme Seraphon qui vont vous attendrir avant d'arriver, bah là, vous êtes en plus boost de dés sur les ralliements. La stat, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en mêlée, que vous faites un ralliement, vous relevez minimum 2 mecs. Hein. Ouais, sachant que vous avez la bannière, donc vous êtes entre guillemets à 6 déjà, plus 1, 7, plus le bonus du gars. Vous êtes à 2 modèles qui reviennent. C'est long, 2 modèles qui mettent des BM, qui tapent, etc. Et quand vous posez un bloc de 20 sur un objet, pour venir le chercher, accroche-toi, j'ai moins 1 en perf. On est sur une bonne colonne vertébrale pour l'armée. Ouais, c'est pour Quelqu'un moi. Qui veut commencer, tu lui dis tout de suite, t'en prends minimum 10. Je pense, ouais, même tu prends un pack de 20 pour commencer ton armée. C'est pas mal parce que le pack de 20, ça va te donner un peu de sécurité, la capacité de faire un peu des bêtises avec ton unité. T'as 360 points, c'est ok. Ça va survivre, le coup en point est parfait. Tu vas pouvoir commencer avec ce type d'unité à utiliser ton mouvement en face des héros quand ils sont déjà engagés au combat. Ils vont pouvoir se déplacer pour aller choper, engager d'autres unités, les gêner et tout. Sachant qu'ils encaissent bien, ils sont capables de graber plusieurs ennemis différents là-dessus. La règle, c'est pas mal parce que c'est bien pour prendre des objectifs primaires. Ça va te permettre de jouer facilement. Je me permets, quelqu'un qui commence le jeu, pack de 20 cash, le petit personnage qui va bien. On est globalement à 480 points et c'est ce que tu mets au centre de table de ton dispositif. Ouais. Et après, tu vas te faire plaisir avec des petites unités coup de poing. On parlait des brutes en latéral, peut-être pas d'ailleurs. Ou alors justement une crochat ou des trucs un peu stylés mais qui vont aller chercher les crochets. Ouais, c'est un bon bloc. Tu rajoutes le sorcier, comme ça les 2 personnages avancent avec le bloc et donc tu as un sorcier niveau 2, ton petit perso qui buff. T'avances, tu mets tes objets sur le petit perso et puis à côté tu mets ta mocrochat, des petits sangliers, des machins, et même sur une liste à 1000 tu vas commencer à te faire plaisir, à découvrir un peu le jeu, et c'est une bonne base qui te servira toujours par après. Tu pourras splitter après en mettant 2x10 si tu trouves que tu as envie d'un peu plus de latitude et de changer. Tu peux virer le boss du coup c'était en 2x10 et rentrer quelque chose d'un peu différent. Donc vraiment ça va dans le plaisir et dans le truc. Moi j'aime bien cette base d'unité. Ensuite on va passer au croque-boss sur Gueule qui crogne. C'est donc ces mecs-là, vous avez 3 façons d'assembler le kit. Le héros, c'est-à-dire le croque-boss, il est à 260 points. Vous allez aussi avoir la capacité de l'assembler avec uniquement un mec dessus sans équipage, ou alors un mec avec un équipage, mais qui ne sera pas un héros. La version en tout cas héros, elle, est à 260 points. C'est 14 points de vie, sauvegarde à 3, mouvement de 10, contrôle d'objectif de 5. Ils vont avoir comme règle assez rigolote ce qu'on appelle l'élan irrésistible, et ils vont le partager avec tout ce type de figurines. À chaque fois que vous allez faire une charge, vous allez gagner un pion d'élan. Si jamais vous faites une course, vous allez gagner 2 pions. Vous allez pouvoir avoir un maximum de 3 pions sur vous. À chaque fin de round, vous allez en perdre 1. Je rappelle qu'un redéploiement est une aptitude de course, c'est-à-dire qu'un redéploiement, si vous êtes le joueur 2, fait que vous allez monter à 2 points. Si vous chargez au tour après, vous êtes à 3. Ça veut dire que les défenses passent dégâts flat 5. Par contre,
ça rigole pas trop. Et en plus de ça, la capacité du héros, c'est que lui, il va être capable de donner des pions justement d'élan aux copains à 12 pouces de lui. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette entrée? Est-ce qu'elle est nécessaire? En fait, je comprends pas trop son positionnement, entre guillemets, puisque on a l'Amocrocha et on a lui qui est à 100 points de moins. Ouais. Bref, comment est-ce qu'on est censé lire tout ça? Bah, c'est des bonnes unités. Alors, on verra après les deux unités. Bah, là, on est sur le personnage, mais le personnage qui est quand même assez sympa si on joue plusieurs cochons. Si on en a qu'un seul et qu'on prend lui parce qu'on veut une belle pièce et un beau perso un peu monté, mais qu'on veut pas de Mocrocha parce que c'est trop cher ou que ça nous plaît moins, bah, il va pas beaucoup synergiser. Il faut vraiment mettre au moins, je dirais, 2 cochons à côté pour commencer à kiffer le côté momentum, etc. C'est des bonnes pièces pour les flancs. Ça tape quand même plutôt fort. Ça a accès à de la reine -2 native sans aucun autre buff. Ce qui est quand même exceptionnel dans l'armée. Enfin, la reine -2, on l'a pas sur la Mocrocha, on tape pas sur de l'infanterie. C'est quand même particulier. Donc, non, c'est vraiment très très bon. C'est un bon porteur d'artefacts, de trucs comme ça. Donc, il va quand même être une bonne épine dans le pied. Ça tank très correctement. Ça va vite, ça donne de la vitesse à l'armée. On peut penser une armée full cochon, on verra qu'il y a une entrée cochon un peu générique en dehors des gros cochons qui est aussi une bonne unité. Donc on peut faire des armées déjà un peu à thème. On a une sous-allégeance qui leur est spécifique, qui peut les aider en donnant des bonus au mouvement au fur et à mesure qu'on va tuer des unités ennemies, donc on commence à gagner en vitesse et rattraper les cavaleries un peu ennemies. Moi, c'est une unité que j'aime bien, je la trouve séduisante, on peut en faire quelque chose. Je pense que 3 cochons sur la table, ça commence à rigoler 0. On est quasiment à tout le temps à 2 points de momentum et tout, donc on met tout le temps du flat 4 sur les grosses cordes et tout. Ouais, c'est costaud comme unité. Les autres, et avec équipage ou sans équipage, sont aux alentours des 220 points. Ouais, donc aujourd'hui, tu verrais, soit t'en joues une et tu vas chercher la version sans équipage ou avec équipage, pas le perso, et par contre au moins un à côté si jamais tu décides de jouer le perso à 260. Ouais, mais même si j'en joue que 2, je pense que je vais chercher majoritairement, sauf si je veux un porteur d'artefacts un peu sexy ou que la figurine me plaît, je pense que si j'en prends que 2, je prends 2 normaux. Et si dès que je veux monter à 3 cochons pour un peu un thème ou un truc un peu sympa, là je vais chercher un perso plus 2 petits et je peux ajouter en fonction des points les équipages. Vous pouvez aussi les aimanter ou trucs comme ça pour pas être obligé de les jouer tout le temps. Donc le kit est assez stylé et globalement ça passe bien même sans équipage en termes de visuel. Pour clôturer sur ces 3 unités de gros cochons, parce qu'on va voir qu'il y a les plus petits cochons juste derrière, sur les 2 génériques qui ne sont pas des héros, qu'est-ce que tu peux nous dire sur leur capacité de saccage? Ouais, alors c'est des saccages ou des aptitudes en phase de mouvement, mais les deux sont vraiment très très fortes. La première, c'est du coup le cochon le moins cher, donc celui qui est a priori à 210. Lui, il met un frappant dernier sur une unité, donc c'est sur un 5+, mais vous ajoutez votre score de momentum à ce 5+. Donc finalement, on va arriver à passer sur du 4 ou du 3, voire même sur du 2+, si on est à 3 momentum, on va pouvoir gagner 2+, strike last. C'est très fort, on a vu toutes les combinaisons, c'est dit on va chercher des strike first, des petites combinaisons et tout. Bah, strike last, c'est vraiment très très fort. Ça permet de bien combiner par exemple avec la sous-agence qui dit quand j'ai déjà tapé détruit, bah ma prochaine unité elle va avoir plus un hit automatiquement. Bah à ce coup je peux passer en attaquant règle, enfin simili double attaquant règle, c'est très bon. Et le deuxième, son aptitude elle est pas facile à placer, mais ça fait partie des aptitudes qu'on peut appeler un peu game breaker, c'est-à-dire que lui quand il est en combat ou quand il est pas en combat, il peut faire globalement un mouvement durant la phase de move. Passer à travers les modèles avec lesquels il est engagé, à travers les ranges des combats ennemis et tout. Bon, c'est vraiment extrêmement costaud. Ça donne une très grosse projection. Passe à travers le modèle, ça peut vouloir dire, bah, sachant qu'il a pu bouger déjà en face des héros avec notre aptitude d'armée, j'ai fait 3 pas, puis je refais encore 10 en passant à travers. Si je suis dans la sous-agence, bah, mon mouvement il est boosté, je peux aller chercher les trucs. Ouais, c'est pas mal. En fait, les deux rampage, c'est pour ça que je pense même que si on va chercher 3 cochons, des fois on va pouvoir se dire, allez, tant pis pour le perso, si j'en ai pas besoin, je vais peut-être même prendre 2 fois le petit et puis une fois le monter et tout. Et puis avec ça, j'ai une bonne palette d'outils. Et j'ai des beaux rampages trucs où mon adversaire il va avoir du mal à lire et du coup on rentre dans un jeu un peu plus technique, ce qui est plutôt sympa. Yes, il nous reste à voir du côté justement des Eironjo, les Grog Trip, c'est-à-dire les petits cochons. Là, on peut les jouer par 3 ou par 6. On est quand même à 180 les 3, mais maintenant on est à 5 PV sauvegarde à 3. On est donc sur une cavalerie lourde comparable à de la Stormcast. Ouais. On bouge que de 9, on a un petit peu plus d'attaque. Et en Suisse, si on a chargé, on va avoir quoi qu'il arrive des blessures mortelles et aussi sur un jet de dés plus un dégât sur la cavalerie. Ouais, en gros, c'est une unité qui est anti-cavalerie. Elle a dans son profil un anti-reine plus un cavalerie. Elle a des dégâts qui sont buffés en dommages mortels contre la cavalerie. Donc ça, c'est très bien à voir, déjà pour simplifier certaines tactiques, notamment les flancs avec plutôt un bon mouvement. C'est moins cher que les cochons, parce que finalement, 180 points pour entrer 3 cochons, c'est vraiment très bien. Ça va vraiment faire mal à la cavalerie adverse, donc c'est pas à négliger. Je pense pas qu'on en verra vraiment des packs renforcés, parce que je vois pas l'intérêt. Par contre, pour moi, 2 petites unités de 3 dans une armée, ça donne bonne flexibilité. Ça fait aussi une bonne unité de protection finalement en se mettant, parce que c'est des gros socles
espacer un peu, on peut vraiment prendre facilement une douzaine de pas de protection en cordon devant nous et tout. Ça bénéficie bien du plus 3 move, donc là on peut monter à 12 de move, donc on peut agresser aussi avec si on a envie. Donc c'est vraiment pas mal et ça fait des dégâts très significatifs, même par 3 sur de la cavalerie, donc c'est vraiment pas à sous-estimer. Une utilité que j'aime beaucoup. Au départ, elle était un peu boudée, on s'est dit, mince, tous les cochons, c'est à mettre à poubelle. Et en fait, pas du tout, c'est plutôt une bonne entrée. Voilà, qui fait sa vie. Sur les flancs, il y a souvent de la cavalerie pour aller faire les tactiques ou ce genre de choses. Bah, finalement, elle gagne quasiment tous les combats contre les cavaleries semi-lourdes. Et contre les lourdes, même quand elle est en charge, bah, elle rigole pas tant que ça. Hein. Donc franchement, ouais, c'est une bonne unité. Finalement, ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde l'infanterie, on va avoir globalement 4 choix. 2 choix pour du tanking avec les brutes qui vont potentiellement deny les prix de verre des unités qui vont avoir que 1 ou 2 points de vie. Et de l'autre, on va justement avoir des packs de 10 ou 20 enclumes, ce qui est assez intéressant. En électron libre, on va avoir soit tout ce qui va être cochon, soit aussi les 2 unités d'infanterie qui vont avoir de la course et charge. Ouais. Donc en termes vraiment de tronche d'armée, on est sur quelque chose de ultra esthétique, quoi. Ouais, on peut avoir des unités, quasiment, on peut en faire une armée, je pense, même compétitive, avec quasiment que des entrées différentes. Aucun doublon. On peut aussi rentrer dans les trucs où si vous voulez jouer full infanterie avec une masse d'orques d'élite qui va aller prendre sur les objectifs et tout, ça marche bien. On peut mixer avec de la cavalerie sur les flancs, sur les ailes, donc vraiment un truc vraiment typique, c'est-à-dire j'ai un gros monstre, de la cavalerie pour mes flancs, une infanterie composée au centre, donc ça fait très basique et pourtant ça marche bien parce que ça va contrer différents types de modèles. On peut prendre de l'anti-monstre, de l'anti-cavalerie, de l'anti-infanterie, donc on a une espèce de toolbox pour répondre à différents enjeux. On a vu que notre létalité va surtout passer sur le nombre d'attaques et la multiplication de dégâts assez forts avec une touche assez faible. Un gros tanking, parce qu'on a toute l'armée quasiment en sauvegarde à 3. Donc voilà, un truc qui est assez agréable à jouer, quelques petits tricks de mouvement par-ci par-là. Et plus on va multiplier les war scrolls, plus on va aussi rendre la vie difficile à l'adversaire, parce qu'il y a plusieurs choses à lire. Tiens, là il y a du course et charge, là ça peut me passer à travers en phase de move. Lui il redéploie minimum de 4 autour de lui, nanana, tout ça, ça peut bouger en phase d'héros. Donc il y a ce côté excessivement violent, mais aussi technique dans la violence, parce que comme on est que en phase de corps à corps et qu'on n'a pas non plus un super mouvement, chaque mouvement est un peu crucial. Donc c'est une armée qui s'avère beaucoup plus compliquée à jouer et à manier que ce qu'on aurait pu penser en jouant des orques qui vont tout droit et qui tapent très fort. On passe maintenant du côté, les amis, des Cruel Boys. C'est donc la partie chétive des peaux vertes. Mais vous allez voir qu'ils sont vicieux. En tout cas, la règle d'armée, ça va être la notion de coup tordu. Vous allez voir que vous allez pouvoir tenter de lancer autant de coups tordus que vous voulez par round de bataille. Le jet à réaliser va augmenter dépendamment du nombre de fois où vous allez le tenter par round de bataille. C'est-à-dire que la première fois que vous allez tenter un coup tordu, il sera effectif sur un 2+. Le deuxième par round, ça sera sur du 3+, et ainsi de suite. On parle ici de tentative et pas de réussite. Si vous faites 1 et 2, c'est le drame. Mais bon, vous allez voir, c'est quand même relativement fort et ils sont surtout par phase. Il y en a donc 2 pour votre phase de héros. La première, c'est de sélectionner une unité d'infanterie et de réussir ce dé, et auquel cas vos jets critiques ne seront pas sur du 6 mais sur du 5. Et la deuxième, c'est tout simplement une téléportation sur une unité qui fait que vous devrez être placé à 3 pouces d'un élément de terrain et à 9 pouces de toute unité ennemie. Ensuite, vous allez avoir une aptitude à la phase de charge, qui est tout simplement le fait que si vous vous êtes fait charger, vous allez infliger des 3 blessures mortelles et surtout de couper les bonus de charge plus un dégât. On pense à la cavalerie. Et ensuite, tout simplement aussi à la phase de mêlée, le fait de mettre un frappe en dernier. Bon, ça a l'air fort, hein, tout ça. Et ce qui est super intéressant en termes de game design, c'est que plus vous allez vouloir en tenter, plus ça va être difficile aussi. Ouais, c'est ça. Et que rien n'est automatique, puisqu'on peut toujours rater si on fait un 1 à chaque fois. Intéressant de noter immédiatement que le terrain de faction qui est fait pour... Déjà, il a un visuel qui est particulier pour le Cruel Boy, c'est cool si vous voulez vraiment le monter en mode marais. Ouais. Et en fait, quand vous allez faire un coup tordu autour de votre terrain, donc que ce soit à 12 s'il n'y a personne dedans ou à 18 s'il y a un perso dedans, vous aurez +1 sur votre jet de dés. Donc globalement, vous pourrez faire... Vos 2 premiers seront à 2+, pour donner un exemple là-dessus. Les coups tordus, c'est vraiment le fond du gameplay des Cruel Boys. C'est excessivement fort. Ils ont quand même nerfé un petit truc, il faut quand même le noter, c'est la téléportation. Avant, c'était durant les phases de mouvement. Donc du coup, on pouvait le faire aussi pendant le tour adverse. Donc ça rendait vraiment ça, plus redéploiement, machin, ça donnait quand même des combinaisons assez fortes. Là, c'est bien lissé. C'est un peu plus lisible, mais c'est aussi un peu plus stable grâce aux nouvelles règles. Moi, j'aime beaucoup les coups tordus, ça donne tout le sel qu'on peut avoir. Donc ça peut empêcher les tactiques adverses. Alors, tu me choisis de me tuer cette unité-là. Pouf, elle tente de se téléporter. Et puis si j'ai quand même raté, au corps à corps, je vais te mettre des 3 BM quand tu m'as chargé, je vais tenter un frappe en dernier, et donc je vais taper avant toi, et peut-être tu n'auras plus assez de ressources pour sortir ma figurine. Donc même si on a raté le premier, on va toujours avoir d'autres potentielles ressources après en retentant des coups tordus pour sauver son unité. On va pouvoir protéger nos grosses pièces avec le frappe en dernier.
on va pouvoir mettre des dégâts mortels un peu tout le temps durant les phases de charge. C'est vraiment très très bon. Ou tout simplement booster sa vitalité de manière un peu plus simple, genre sur un 2+, je passe mes crits mortels de 6+ à 5+. Voilà, donc c'est très bon, ça fait le set de l'armée, la capacité à les dépenser, à attendre, à pas en faire pour faire vraiment un super coup tordu, c'est aussi ce qui peut faire le jeu. Tenter aussi des choses en multipliant, en faisant beaucoup, mais finalement à la fin on est sur des 4+, etc. Donc c'est un peu chaud. C'est aussi intéressant. Le décor de faction va globalement être super fort pour aller avec eux, parce que améliorer +1, ça renforce notre règle d'armée de base. Donc c'est même pas des war scrolls, des trucs, c'est toute l'armée sur son fonctionnement. C'est vraiment exceptionnel et c'est le kiff de cette armée de guérilla. Et en plus, ça va bien avec le fluff de l'armée, c'est-à-dire quand vous tendez une embuscade, il y a un mec qui peut marcher sur une branche, bam, on vous a entendu. Du coup, vous les avez pas surpris. Les armes, tac, vous avez mis des pièges, la cavalerie elle tombe dedans, du coup elle frappe moins bien. Voilà, il y a des trucs, tout ça fonctionne super bien, même en termes de fluff et de trucs, on se rend compte, tac, mes guerriers sont surpris, du coup j'ai frappé en dernier, il y a des mecs qui sortent des marais, c'est assez cool. Donc ça donne en plus une vie à la partie autour qui est vraiment sympa. Complètement. C'est vrai que les règles, alors que le fluff, le bordel, mon titi. En tout cas, ça c'est la petite unité d'armée. Au niveau des formations derrière, la première, ça va être suer démarrer. Les unités Kruleboy qui seraient entièrement à 3 pouces d'un élément de terrain ne sont pas visibles si l'unité ennemie est à plus de 12 pouces. Ouais, c'est super fort contre les armées de tir. Maintenant, on n'a pas encore beaucoup joué parce que il n'y a pas encore beaucoup de tirs dans le jeu. Maintenant, c'est pas mal, ça permettra aux Kruleboy de survivre. Et c'est une armée qui est assez fragile. Hein. Vous avez vu les Iron Joe, ça tank bien. Eux, globalement, c'est l'opposé, ça tank très mal. Pour se préserver de la magie aussi, est-ce que ça marche ? Ça peut, mais c'est pareil, on n'a pas des armées qui vont performer en magie de fou. Peut-être maintenant, avec un Séraphon qui va revenir avec le Battle Scroll, ça pourrait être utile. Pour l'instant, vous verrez qu'on a préféré pour le moment d'autres sous-agences. Mais celle-là, elle est un peu en backup. Si le jeu tourne un peu plus autour du tir à un moment, on ira chercher ça. D'accord. On voit aussi qu'on va avoir un gameplay peut-être plus de tir que les Iron Joe, avec le deuxième trait qui est doigt du milieu, trait qui tue à perpète, puisque vos unités décrocheurs et d'empaleurs, vous allez pouvoir choisir jusqu'à 3 unités à votre phase de tir et elles vont avoir plus 3 pouces de portée au tir. Ouais, ça c'est super fort. Ça a été beaucoup joué parce que les arbalétriers et la grosse arbalète sont des très très bonnes unités. Et en plus, plus 3, sachant qu'en plus on peut téléporter nos unités de tir pour aller chercher vraiment des targets intéressantes. Ça permet vraiment d'accéder à des paliers aussi en termes de duels de tir qui sont intéressants. Parce que c'est pareil, si je tire et tu tires, mais quand tu as une meilleure portée que moi, je suis toujours un peu dans la mouise. Là, pour le coup, ça rééquilibre un peu les forces. Yes, ensuite on va avoir le sale fourbe. C'est tout simplement le fait de pouvoir utiliser 2 aptitudes de coup tordu, ville, sournois par tour au lieu d'une seule. C'est tout simplement la téléportation quand on est à côté d'un élément de terrain. Ouais, c'est quand même assez cool, WTP, sachant que du coup, maintenant, comme on a le terrain, on pourrait potentiellement les faire les 2 à 2+, si c'est notre premier truc. Donc, paye ton truc, si à chaque battle round, j'ai 2 unités qui se téléportent à ma phase d'héros, je peux vraiment... Et du coup, ça les rend... On verra que les Kruleboy, contrairement aux Iron Joe, sont eux excessivement forts sur tout ce qui est parti à beaucoup d'objectifs. Voilà, c'est vraiment leur spécialité parce que ça téléporte dans tous les sens, ça profite bien des terrains et tout, donc c'est vraiment puissant. Et le dernier, c'est Bête Vénère, écrit comme ça, qui est tout simplement le fait de pouvoir avoir crit 2 sur tous les compagnons qu'on joue. Ouais, en fait c'est le moins fort des 4. C'est un bon buff, mais ça va pas du tout avec l'armée. Nos pièces et nos monstres sont souvent des pièces qui peuvent servir d'agresseurs, mais sont aussi des pièces de support qui donnent des buffs aux unités à côté. Elles ont des profils qui sont ok, mais qui ne nécessitent pas de sacrifier toute la sous-agence pour aller prendre ça. Donc clairement, on a 3 super sous-agences. Une qui est un peu métagame quand il y a trop de tirs, ou même si votre meilleur pote joue 20 archers luminettes et 2 esprits du vent, vous lui mettez ça va le détendre. Et les 2 autres qui sont vraiment passe-partout, le double coup tordu, ainsi que la boostée en portée de tir, c'est vraiment cool. C'est génial, ça va répondre à tous les méta. Là pour le coup, on voit qu'on a une boîte à outils qui est quand même assez hallucinant, plus un skill cap, c'est-à-dire la capacité à pouvoir réagir avec les coups tordus, qui est ultra jouissif en termes d'ADN d'armée. C'est dans la cible. C'est le feu. Ça donne vraiment une ambiance, et puis dès qu'on change de sous-faction, on a tout de suite des buffs intéressants qui vont changer notre gameplay aussi. Donc c'est vraiment sympa. Ensuite, les amis, on passe du côté des traits héroïques pour les Kruleboy. Le premier, c'est coup par derrière. Donc vous allez choisir un héros ennemi qui est à portée de mêlée du porteur de cet artefact. Et vous allez lui infliger D3 dégâts mortels. Et surtout, vous allez mettre plus 1 dégât mortel pour toutes les unités à partir des au-delà des 2 premières, qui taperaient ce héros. Ouais, donc c'est cool, mais très situationnel. Ça marche bien, surtout avec notre aptitude de frappe en dernier en phase de combat. C'est-à-dire, je te mets frappe en dernier, je cumule mes unités sur toi, et du coup, je vais vraiment te faire très très mal. Et du coup, on peut s'attaquer à des très grosses cibles. Il y a vraiment ce côté guérilla, genre les mecs sortent des marais, se mettent à 3 sur 1 pour essayer de l'éclater. Et à chaque 6, c'est plutôt plus 1 dégât, plus de. C'est ça, ou à chaque 5 si on a buffé aussi avec un coup tordu et tout. Yes, ensuite, la meilleure, Ego Man.
en un mot. C'est le fait tout simplement de pouvoir donner une protection à un héros si on a une unité à côté d'amis infanterie. Par contre, la contrepartie, c'est que justement, si on le protège, on pourra faire des dégâts à ses potes. Ouais, bah c'est pas mal, ça permet de protéger quand même nos pièces de support qui sont quand même importantes. Quand on va avoir un méga boss sur l'espèce de crapaud crocodile, là c'est quand même une bonne chose. Yes, ensuite on va avoir Crevure Rétorse. Lui, c'est une aptitude de n'importe quelle phase de mêlée qui va lui permettre de tout simplement sur un 3+, faire un repli. Ouais, bah ça c'est la meilleure. Parce qu'elle marche contre tout le monde, tout le temps. Ça permet de vraiment super bien protéger notre target sans en plus faire souffrir les petits copains d'à côté. Et c'est à prendre en compte dans le gameplay adverse. Puis ça permet aussi des phases de gameplay potentielles. C'est-à-dire, j'avance, je charge, 3+, je me replie. Donc finalement, j'ai vraiment gagné un max de mouvement. C'est vraiment cool. On enchaîne ensuite avec les artefacts de pouvoir. Le premier, ça va être le caillou en œil de mort qui va s'utiliser une fois par bataille, une fois qu'on a été ciblé par les attaques. Et en gros, tous les Cruel Boys amis vont avoir une protection à 5 tant qu'elles sont entièrement à 12 pouces du porteur. Ouais, bah ça va bien avec le côté anti-tir, entre guillemets, ou vouloir se protéger vraiment pendant une phase. C'est très fort parce que comme on tank pas très bien, rajouter une protection à 5 partout, c'est qu'on a des malus, des -1 hit, des choses comme ça. On est une armée qui peut se révéler au départ sur les War Scrolls pas tanky et qui finalement peut surprendre par sa tankiness et le fait de mettre quand même pas mal de dégâts mortels et donc finalement dire bah tu pensais être bien, bah finalement t'as pris des frappes en dernier, des -1 touche, des machins, j'ai mis protection à 5 partout, bah tu me fais pas grand chose et moi par contre je te picote quand même sévèrement avec peu d'attaques mais avec du crit mortel, du coup je peux faire vraiment des renversements de situation qui sont propres à cette espèce un peu de guérilla aussi, c'est à dire que bah, d'un seul coup avec 4-5 guerriers à un endroit avec un petit peu de chance, bah, je peux renverser une situation qui semblait un peu perdue. D'accord. En autre effet, usage unique, on va avoir les cendres morts yeux. Tout simplement le fait qu'une fois par partie en phase de mêlée, vous allez soustraire 1 au jet de touche et de blessure pour les unités à portée. Ouais, c'est bien, c'est un one shot. Maintenant, est-ce que le one shot, je préfère pas celui d'avant? Je pense que si, je pense qu'il se combine mieux avec l'armée d'avoir une protection à 5 une fois. Et le dernier, c'est pas un one shot, c'est le bâton des marais qui permet, si jamais la figurine n'était pas un sorcier, de pouvoir le devenir au regard des dissipations. Et si elle était déjà sorcière, alors elle va tout simplement ajouter 1 à son niveau de puissance. Ouais, bah c'est pas mal. Devenir automatiquement sorcier niveau 2 comme ça sur un artefact, c'est vraiment bon. Ça permet de stabiliser et puis d'avoir, on a des bons sorts qu'on va coupler maintenant du coup avec des manifestations de manière un peu plus simple. C'est vraiment pas mal. Et puis quand on a un site de pouvoir, on en bénéficie un petit peu plus en ayant du coup un cast sur 2 sorts. D'accord, on est sur le dernier artefact qui, en l'occurrence, c'est un bâton qui rend sorcier. On va enchaîner avec le domaine de sort versus les marches-fers. Tu vas jouer combien de sorciers alors? Tu vas jouer entre, allez, je dirais quand même facilement 2 sorciers par armée. Parce que le petit sorcier à pied donne des énormes buffs et potentiellement un sorcier monté si jamais tu vas aller chercher Ghostprague qui est quand même une pièce et jolie et potentiellement intéressante. Ok, on commence donc à découvrir le domaine de sort des marais. Le premier sort, c'est un sort illimité anti-masse qui passe sur du 5, qui fait qu'on va tout simplement jeter un dé par figurine d'une unité à 18 pouces du lanceur et sur un chaque 6 faire une mortelle. Ouais, c'est cool. C'est pas incroyable comme illimité, hein. C'est un anti-masse sur du 6 à 18 paras, c'est sympathique. Voilà. Ok, ensuite on va avoir la brume bouffante qui lui va passer sur du 7. On va choisir une unité ennemie à 12 pouces du lanceur et on soustraira 1 à sa caractéristique d'attaque. Ouais, ça c'est méga fort. C'est méga fort, ça marche sur tout le monde, ça marche sur des très grosses pièces comme Arcaron, Nagash, ça marche sur des unités d'élite type Varanguard et tout, ça marche sur les unités de saturation, enfin, c'est vraiment exceptionnel comme ça. Ok, et on termine avec la ruse de mort qui lui aussi passe à 6. Là par contre ça va vous permettre d'ajouter plus 1 au jet de sauvegarde à une unité à 12 pouces du lanceur. Ouais, bah on va voir qu'on a quand même des buffs et ça fait partie des côtés tanky qui peuvent surprendre dans l'armée. Ce petit plus en sauvegarde, il est pas du tout anecdotique, bien au contraire, donc c'est vraiment pas mal. Et en plus, il est pas si compliqué que ça à passer, donc ouais, on aime bien. Ça, plus défense en règle, ça commence à faire un plus de en save durant le tour, c'est plutôt cool. On passe maintenant les amis du côté des manifestations, ce sont donc des prières qui vont prendre vie sur le champ de bataille. Je rappelle qu'elles sont partagées aussi bien entre Cruel Boys et Marche-Fer. On commence tout de suite par la première, c'est la convocation du pied de Gore qui va avoir une valeur de manifestation de 7. Chose du combien? Un bon 50, je pense. Le pied de Gore, bah déjà gros clin d'œil à l'époque de Warhammer Fantasy V7 où il y avait le gabarit du pied de Gore qui on pouvait le lancer, il pouvait se répéter ad vitam aeternam et piétiner nos adversaires, ou si on faisait un 1 ça revenait sur nous et on se faisait piétiner aussi par notre propre dieu, mais c'est rigolo et ça excite les orques, donc tout le monde est content. Alors c'est un sort typiquement de dégâts où en fait on va poser les 2 pieds à côté de notre sorcier et en fait on a une aptitude qui nous permet de bouger qui va faire que un pied va avancer et donc finalement là-dessus. Et ensuite il fait des dégâts qui sont quand même assez conséquents, c'est-à-dire il va prendre toutes les unités qui sont à 3 pas de lui et leur infliger des dégâts mortels.
Maintenant, la petite problématique que j'ai avec ça, c'est qu'il doit être within 3 des unités, donc ça veut dire qu'il va forcément engager les modèles adverses, sachant qu'il n'a pas de valeur de mouvement, donc on va pouvoir aussi faire des frappes en profondeur à côté de lui, s'en servir aussi comme un bon tremplin et tout. C'est un bon sort de dégâts qui n'est pas non plus exceptionnel en termes de capacité, et surtout qu'il n'y a pas une projection de psychopathe non plus, parce qu'on se rappelle que quand on le lance, il ne bouge pas encore à ce tour-là. Donc c'est-à-dire je le lance, ou alors je le lance pendant le tour adverse, et ensuite il va commencer à s'activer durant le tour. Donc il se caste à 7, peut-être un peu dur par rapport à sa létalité qui n'est pas non plus folichonne. Donc bon, en tout cas c'est gratuit, c'est manifestation, donc c'est bien, mais c'est pas dingo pour le pied de gore qu'on aurait pu attendre un truc, quitte à avoir, je sais pas, un cast à 8, mais un truc qui bourrine un peu en termes de dégâts. Là, c'est pas non plus dingo en termes de dégâts. Voilà. D'accord. Ensuite, on va avoir la convocation du Marais Mollard de mort qui lui va passer sur du 5. Le Marais Mollard, alors lui, c'est une pièce de debuff qui va tout simplement dire -3 OC à tous les ennemis qui sont within 6 et pas de course à within 6 de lui. C'est bien parce qu'il se caste, c'est pas très compliqué à caster et ça sera fort contre les armées qui ont des trucs de course et charge. Donc moi j'aime bien ce truc là. Ça baisse aussi l'OC, donc ça renforce un peu le côté de notre armée. On a vu ça va bien avec les mages fer qui ont aussi ce côté. Mon terrain il peut mettre -3, donc si j'ai passé mon sort, je l'ai mis déjà -3, je peux remettre -3 en castant mon truc. Comme ça en face des héros, je peux séquencer mes trucs pour voir comment ça se passe. Donc plutôt sympathique, on apprécie. Et puis voilà, c'est cool, pas de course, c'est quand même bien. Et comme c'est un within 6, je vais pas tout de suite me faire engager, ou alors il faut que mon adversaire fasse une contre-charge. Maintenant ça reste une manifestation immobile, qui est quand même pas toute petite, et donc elle fait un bon tremplin aussi pour les adversaires. Faites attention quand vous la placez, elle peut être désignée comme cible d'une charge, etc. Donc on peut charger ça pour attraper une unité plus juteuse derrière de votre armée. Ok. Et on termine avec le Gueulard de Gore qui lui aussi passe à 5. Ouais, le gueulard qui est pas mal, qui vous permet quand même de donner soit +1, soit +2 à votre sorcier pour caster quand il est à côté, plutôt cool. Il bouge, ce qui est quand même sympa, ça permet de s'en servir comme anti-fep potentiel ou quoi que ce soit. Et en plus du bonus que vous allez avoir sur votre sorcier, qui est quand même ultra sympathique, vous pouvez prendre quelques petites blessures mortelles en échange, mais franchement c'est pas très très grave. Et en plus, vous avez un bonus additionnel, parce qu'on l'aura déjà pris pour ce truc-là, mais qui est de vouloir potentiellement donner +1 à la charge sur des unités. C'est complètement gratos en plus, donc c'est vraiment sympa. Il est bien celui-là parce que augmenter notre capacité par exemple à maximiser notre téléportation moyennant peut-être 1 ou 2 points de vie, mais en donnant potentiellement +2 au truc, c'est quand même assez fort. Donc on l'aime beaucoup, ça s'additionne avec un site de pouvoir, donc on commence à avoir potentiellement des matchs si on prend ce domaine de manifestation là qui est plutôt bon. Ok, on a fait le tour donc des 3 manifestations potentielles. Si on va du côté des Cruel Boys, est-ce que tu les vois jouer? Et même question derrière pour les mages fer, parce que pour les mages fer, t'as tellement besoin de tes niveaux de magie que c'est compliqué. Ouais, et puis la manifestation dans les armées, c'est bien. Alors quand on est en solo, dans le tournoi solo ou quoi, bon, on va souvent aller chercher des domaines qui sont un peu plus forts que ça. Le domaine est ok, mais pas incroyable. En équipe, ça peut servir d'avoir un peu un domaine de backup qui est pas mauvais, notamment avec celui qui booste le niveau de sorcier, enfin le cast qu'on peut avoir sur un sorcier. C'est pas dingo. Maintenant, quand on joue une armée full mage fer ou full Cruel Boys, on aura peut-être envie d'avoir aussi les modèles un peu stylés des manifestations de mon truc. Donc, Ça crée une immersion de dingue, par contre. ouais, voilà. Donc c'est vraiment joli sur la table. Et donc globalement en amical, c'est vraiment super sympa. Ça a comme une utilité, donc on peut faire des petites combinaisons avec au sein de l'armée. Il y a des trucs intéressants à aller chercher, donc c'est pas dénué d'intérêt. C'est des domaines que je situerais en mode moyen, moins, domaine de manifestation. Il y a plus fort si on a le choix de pouvoir tout prendre. Maintenant, si on est en équipe, ça sera pas un domaine qui est complètement ridicule non plus. On passe maintenant du côté des différentes entrées. On commence bien évidemment par cet énorme vautour, clairement qui est super stylé quand vous jetez votre dévolu vers les Cruel Boys. Vous allez avoir une version nommée qui est Gobsprak, la bouche de Mork, ou alors la version Boss qui tue, c'est-à-dire sa version générique. Globalement, la version nommée est à 330 points et la version générique qui est aux alentours de 280-290. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux-là? Quelles sont justement les spécificités de la version nommée, qu'on ne pourra pas customiser, et justement versus le Boss qui tue générique, où on aimait bien lui mettre, tu sais, une fois par partie, le remouvement de repli. Ouais, bah écoute, Ghostprax, c'est globalement un magicien qui fait aussi une très bonne anti-magie, parce qu'il a une règle qui dit qu'à chaque fois qu'il dispel et qu'il fait 10 ou plus, il met des dégâts mortels au sorcier qui a lancé son sort, et une fois par partie, il peut dispel à 3D. Donc il peut automatiquement quasiment... C'est une forme de dissuasion nucléaire versus les petits sorciers. Voilà, donc globalement, quand vous jouez contre Ghostprax et qu'il a porté de dispel, vous n'avez pas trop envie de lancer de sort, donc ça va couper un peu la magie en face, qui est globalement super intéressant. C'est un bon sorcier qui a un bon châssis, qui est quand même assez fragile, mais qui a une protection de base, même s'il a une petite sauvegarde. Il se défend correctement en close, il a un petit slide sur les unités avec son vautour et tout.
c'est ok, c'est une bonne figurine qui est pas non plus incroyable, mais qui est bien, qui est peut-être un poil cher, mais on peut pas non plus énormément le baisser, mais je pense qu'il devrait arriver aux alentours peut-être des 310 points au fur et à mesure des baisses. Pour l'instant, je suis pas sûr qu'on le verra. Par contre, le boss sur Vautour, lui, il est vraiment intéressant. Déjà parce qu'il vous donne le redéploy minimum à 4 pour tous les redéploiements autour de lui. Donc ça, plus vos capacités à vous téléporter, ça commence à avoir une armée qui est quand même assez forte en termes de mouvement. Et puis, il met des BM en impact à la charge, ce qui est quand même assez intéressant aussi. Parce que ça rajoute de la blessure mortelle, sachant que vous verrez que l'armée tourne autour de crit mortel ou crit auto-wound. Donc c'est peut-être une des armées du jeu qui met le plus potentiel de blessures mortelles réparties un peu tout le temps. Donc moi je l'aime bien, il porte bien les artefacts, on en a vu quelques-uns qui sont assez sympas. Le retreat sur lui par exemple est quand même assez cool. Donc voilà, moi je l'aime bien, je l'apprécie beaucoup. Le boss sur Vautour, je pense qu'on peut le jouer dans... Et puis il est un peu plus tanky, sauvegarde à 4 c'est quand même un peu meilleur, il peut prendre les buffs de plus un save et tout. Voilà, moi je l'aime bien, je préfère je pense la version customisable que la version Ghostwrath dans la version actuelle. Parce que en plus ça dispel, ça marchera pas contre les vraiment super sorciers qu'on voit dans le jeu aujourd'hui. Tetlis ou Nagash, c'est pas parce que tu leur dispelles un sort en leur mettant des BM que ça va les calmer. Et eux, par contre, vont te bourriner en magie très très fortement. Voilà. On passe maintenant du côté des boss qui tuent mais plus petits, c'est-à-dire sans vautour. On va retrouver la version à 180 points sur Broxodonte, c'est-à-dire cette espèce de loup un peu chelou, qui va permettre tout simplement de booster l'OC d'unité à 9 pouces de lui, et aussi d'ajouter 1 au jet de touche pour les attaques en mêlée des Cruel Boys à 12 pouces de lui. Et à 120 points, on va avoir sa version uniquement à pied, mais avec un petit grotte sur Inner juste à côté de lui, qui lui va permettre d'avoir, quand on fait une attaque en règle à côté de lui en mêlée, aussi plus 1 pour blesser sur les copains. Ouais. Alors la règle de celui à pied est pas incroyable parce qu'en fait le plus en blesse on s'en fout un peu parce que globalement ce qu'on cherche c'est plutôt les crits mortels. Donc all out attack c'est bien pour nos petites attaques de base, mais all out attack c'est pas vraiment le truc qu'on va chercher très souvent, sauf si on est contre des armées qui vont souffrir de la saturation. Donc j'aime bien par contre l'autre sur loup, il a quand même une bonne truc, plus 3 OC c'est quand même cool, et le plus 1 hit automatique c'est quand même assez sympa. Voilà, donc c'est des bonnes pièces de support qui sont pas trop chères. Si jamais on a besoin d'un perso pour porter les artefacts et tout, parce que par exemple on a joué Ghostwrath qui est nommé, ou Kranios ou un truc comme ça, c'est des bonnes pièces, donc c'est cool. On enchaîne ensuite avec le Nobscur avec Roth Étendard. Il vaut 120 points. C'est une figurine qui donne une protection à 12 pouces de lui à 6 à tous les copains. Et qui en plus de ça, à la phase de mêlée, peut faire des blessures mortelles. De 2 à 5, une blessure mortelle. Sur du 6, des 3 dégâts mortels. Et ça, vous allez le faire sur chaque unité ennemie. Ouais. Question, est-ce qu'à 120 points, t'as la place, t'as envie d'un mec comme lui? Je précise, c'est pas forcément le même rôle, mais à 120 points, on a aussi justement le chaman, c'est-à-dire le sorcier de l'armée. Ouais, bah le sorcier et la pièce, vous verrez, incontournable parce qu'il a une règle qui est vraiment très forte. La bannière est pas mauvaise, quand même une protection à 6 sur tout le monde, ça augmente quand même la durabilité de l'armée, c'est pas mauvais. C'est une bonne unité, mais c'est pas fou. Voilà. Ok. Ensuite, on va avoir le chaman, donc comme je le disais, lui 120 points, sorcier de niveau 1. Il va pouvoir donner plus 1 aux sauvegardes aux copains, mais si on se rate, ça fait des 3 dégâts mortels. Et après, lui, il a plus 1 pour caster tout le temps, sauf si un jour il fait 4 ou moins, auquel cas son petit grotte meurt. Voilà. Mais bon, il continue de caster, donc c'est quand même cool. C'est très bon, un sorcier à ce prix-là, avec un plus 1 cast, bah, c'est assez exceptionnel dans le jeu. Donc c'est très bon, on a des bons sorts. Si on va chercher des manifestations assez sexy, c'est quand même bien aussi. Donc, et le plus 1 sauvegarde, bah, ça commence à se cumuler. Plus un save, all out defense, bah, on a une occurrence de potentiellement plus 3 sauvegardes. Hein. Donc entre le sort, lui et un défense en L, sympa. Voilà. Moi j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on rentre dans des mécanismes un petit peu particuliers de spam? On va se dire, on joue cash 3 chamans dans n'importe quelle liste, t'es à 360 points, mais à côté de ça, t'as 6 niveaux de magie. Non, t'as pas besoin de ça. Tu vas jouer maximum les listes, on a vu c'est 2 chamans, c'est bien, pour tenter les plus 1 sauvegarde, et avoir une magie qui est cohérente mais pas dingo. Là en plus tu vas apprécier avoir un petit personnage pour avoir dans le terrain pour améliorer tes dirty tricks. Donc non, je pense 1 ou 2 chamans c'est très bien, 1 plus Ghostwrath ou 2 tout secours pour t'apporter la petite base magique dont tu as besoin. Ok. On enchaîne les amis avec les gros monstres qui font ultra plaisir en plus des vautours, avec le boss bestiaire. Il est K 220 points, il a une capacité, un profil en tout cas qui est cohérent par rapport au coup en points de 12 PV, sauvegarde à 4, mouvement de 5, alors qu'il a des énormes pieds. En tout cas c'est assez rigolo, déjà il va pouvoir entre guillemets se faire des dégâts mortels pour ajouter 2 attaques à sa massue, c'est-à-dire passer à 6 patates, dégâts flat 3. Vraiment 2. Belle massue. Joli slip. Et en plus de ça, à chacun des débuts de tour, donc ami ou ennemi va soigner D3. Et en plus de ça, il peut, à la manière un petit peu des maniteurs, essayer de mettre un mec dans un sac, c'est-à-dire on va jeter un dé, et si on est au-dessus de ses caractéristiques de points de vie, bah tout simplement le supprimer. Ouais, ils ont un troll des marais. C'est plutôt cool. Donc non, très bonne pièce. On va apporter un petit peu de punch
sur un flanc ou un truc comme ça fait un bon petit marteau qui en plus cumule le fait d'avoir un mec en haut crit mortal et un bon profil de dégâts avec de la reine et des dégâts multiples en dessous. Donc en fait il est bon contre tout le monde, l'armuré, pas l'armuré, l'infanterie et tout. Donc il tabasse bien et il tabasse vraiment fort. Lui avec une attaque en règle, il rigole 0 de chez 0. Donc ouais on l'aime bien. Et puis en plus lui il prend bien les petites capacités de tanking en plus, les petites plus en safe qu'on va donner si on veut l'envoyer un peu comme un missile, c'est assez cool. Moi je l'aime bien. Il est vraiment intéressant. Est-ce qu'il vaut son prix ? Je pense que oui, je pense qu'il est bien costé. Maintenant, c'est un monstre, mais il a que un contrôle dossé de 2. Donc c'est pas non plus il peut pas facilement prendre les objectifs, quoi. On enchaîne ensuite, les amis, avec une unité magnifique. C'est-à-dire que je pense que pareil, certaines personnes vont aller vers les Cruel Boys pour cette armée-là, pour ces unités-là. Ça va être soit le Vassal Boss Scumdrake qui est à 320 points, soit la version générique, puisque lui est un héros unique, à 220 points, qui est le boss Skarash. Qu'est-ce que tu me dis sur ces espèces d'énormes crocos à 4 pattes qui marchent et tout? C'est trop stylé. Ouais, bête démarrée de ouf. Alors le perso nommé est un perso il a un fluff qui tourne autour des Hobgrottes et donc du coup le fluff il va les buffer en augmentant leurs dégâts. Il en choisit une au début de la partie à la crit mortale. C'est mignon, c'est sympathique, il est pas très cher. Si on aime bien les Hobgrottes, maintenant c'est pas le cœur de l'armée fonctionne pas avec ça. C'est à 220 versus l'autre générique. 320 ouais, à peu près. Donc c'est vraiment pas fou, faut vraiment être en énorme kiff sur les Hobgrottes. Moi je l'ai jamais vu, lui, je vois pas vraiment à quoi il sert. Parce que les Hobgrottes c'est quand même assez faiblard, c'est une bonne unité de sacrifice, mais on peut pas faire une armée qui tourne autour de ça ne fonctionne vraiment pas du tout. Même en amical, je pense que c'est pas méga drôle. Donc il y a un petit côté fluff, si vous voulez jouer là au WAG de ce gars-là, il y a le fluff que, entre guillemets, il mène les Hobgrottes plus que jamais. Pas dingue. Et la version générique alors? Alors, sa version générique, c'est un bon ton de corps à corps qui tape quand même plutôt fort, qui est plutôt sympa. Maintenant, il a la galère d'avoir globalement très fortement baissé dans ses règles. C'est-à-dire qu'il va pouvoir buffer une unité à côté de lui en lui donnant la même règle que lui. Et on peut utiliser une fois par tour pour toute l'armée cette règle-là. Cette règle-là, elle dit qu'on va choisir des unités avec lesquelles on est engagé et on va leur mettre un -1 blessure et potentiellement des dégâts mortels. Alors, ça aurait été bien si c'était pas Once per turn army. Là en fait la règle vous pouvez pas l'utiliser avec lui et avec l'autre, donc du coup il va buffer ses potes avec son venin avant qu'ils partent aller tabasser un autre endroit. Maintenant ça commence à faire des bons debuffs, on verra qu'on aura des -1 hit, des -1 bless, plus des protections de chez nous. Ça commence à faire une armée qui est plus tanky que ce qui n'y paraît, même si leurs stats sont pas incroyables. C'est un bon ton qui se bat bien au corps à corps, qui est une bonne pièce de support et qui a pas de règle extraordinaire, qui est du coup un peu cher par rapport à son positionnement. Si on veut vraiment quelqu'un qui va closer, on prendra je pense plutôt le vautour, surtout pour la vitesse. On enchaîne ensuite, les amis, avec les Hobgrottes. C'est donc ce qui se fait de plus bas en termes d'échelle alimentaire. Ouais, voilà, t'as le requin, t'as Titi, t'as les requins et derrière à l'opposé t'as eux, quoi. Déjà ce qui est assez cool, c'est qu'on a une nouvelle entrée qui est un nouveau personnage qui est le personnage boss égorgeur Hobgrott, qui va déjà jouer en synergie des Hobgrott, c'est à dire que quand l'un va s'activer pour taper, l'autre va s'activer sans justement d'alternance avec son ennemi, et on va donner aussi un +1 pour blesser justement aux petits Hobgrott qui eux de base blessent à 5, donc ils seront en 4-4. Ok. Et surtout, il a un slane intéressant avec un stock toxique qui est qu'à la phase de mêlée, il peut choisir un personnage ennemi à portée de mêlée, jeter 2d6, et si on est supérieur à sa caractéristique de santé, le slane. Poup. Les petits persos, ils ont entre 5 et 7 PV, hein, donc ça veut dire qu'on a 40 à 50% de chance de slane ce genre de perso quand même. Après, le challenge, c'est d'amener ce gars-là jusqu'au personnage ennemi. Et de survivre. Voilà. Mais c'est sympa. En tout cas, ça existe et c'est quand même... l'adversaire doit y penser. Et après, on a les Hobgrottes du coup qui vont l'accompagner. 90 points les 10. 90 points, un des cordons les moins chers de tout le jeu. Très efficace, qu'en plus c'est un cordon qui peut retreat sur un jet de dés, sur un 3+. En fin de tour. Et en plus, il te met une mortelle en partant, donc quand même très sympa. Donc c'est une bonne unité qui vaut très bien son prix pour se sacrifier dans son rôle, c'est-à-dire vivre au milieu d'orques qui n'ont rien à faire de votre vie, c'est-à-dire ça va mourir très vite, mais ça aura toujours une petite utilité, notamment de protéger vos pièces plus importantes, comme vos tireurs ou vos Gutripas, etc. Il y a des petites synergies à avoir autour d'Hobgrott entre le boss monté, nommé, le petit perso à pied et tout. Ça reste quand même vraiment armé à thème, sympa et tout, mais c'est pas dingo. Ouais. Juste dis-moi, par rapport au Hobgrott, est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut commencer les Cruel Boys de systématiquement prendre 10, 20 modèles, ça fait 90 ou 180 points pour avoir deux qu'on appelle cordons, c'est-à-dire vous les déployez, vous les mettez devant vos unités, vos restes d'unités vous les mettez à peu près 3 pouces derrière, histoire d'être sûr qu'ils soient protégés. Est-ce que ça c'est auto ou même pas tellement?
Pas obligatoire, si t'aimes pas les figurines d'Upgrowth ou t'en veux pas en ton armée, tu peux très bien faire une armée qui est très optimisée sans en jouer une seule unité. Voilà. Tu vas tout mettre dans les orques. Si ton truc c'est les orques des marais, tu veux pas des espèces de gobelins tout chétifs moisis, t'es pas obligé. Si t'aimes bien avoir un peu de diversité en tes figurines, avoir un peu de tout, une unité de 10 c'est bien, 2 unités de 10 ça ira aussi. Donc c'est bien costé, finalement, t'es jamais ridicule avec. Ouais, c'est bien, c'est une bonne unité de cordon. Et aujourd'hui, des unités à moins de 100 points dans le jeu, il y en a de moins en moins. Et donc, y avoir accès, c'est une très bonne chose pour compléter les armées ou aller chercher du cordon vraiment pas cher. Vous allez vraiment pas tanker, mais c'est vrai que 90 points sur du multi-objectif, le fait de se dire, bah ouais, mais t'as quand même 10 PV potentiels, blablabla, j'ai vu qu'on pouvait mettre une protection à 6 et ainsi de suite. Ok. Ensuite, les amis, on passe à un autre monstre assez rigolo qui est le Sluggot des marais. Pour l'instant, il vaut 150 points. Il permet de donner course et charge à une unité à 12 pouces de lui, quel que soit son style d'infanterie. Et aussi, lui, au début de n'importe quel tour, il se soigne de D3 comme son copain. Ouais, bah lui il est très cool. Pour donner un peu de vitesse à l'armée, on a vu que des joueurs assez compétitifs en Cruel Boys, ils aimaient bien le rentrer. Ça donne un peu de vitesse, ce qui est quand même assez appréciable dans une armée qui se téléporte bien, se déplace bien sur la map, mais a du mal à, par contre, à agresser de manière assez frontale. C'est-à-dire quand on est bête et méchant, on a notre petit mouvement de 5 d'orques, et bah entre guillemets on a 5 et puis c'est tout. Donc c'est quand même assez faiblard. Là ça permet quand même de gagner bien en vitesse et d'aller agresser de manière naturelle. C'est-à-dire j'ai mis mes buffs, j'ai mon truc, je peux y aller. Bah là je mets une course auto, clac et puis j'y vais franco. Ensuite, les amis, on passe au braconnier. On est à 120 points, les 7 modèles. Ils vont avoir comme principale aptitude le fait est de pouvoir couper les saccages qui va y avoir à côté d'eux sur du 2+, et aussi d'appliquer potentiellement sur les monstres un frappe en dernier. Ouais, bah c'est super fort. C'est une unité qui, en plus, a des bonnes stats de combat, qui est pas très chère, des bons points de vie. Et donc, du coup, finalement, elle était largement préférée au Gutripaz, qu'on voyait notamment en un seul bloc, mais pas plus que ça. Et on voyait beaucoup, beaucoup de monstres Aquilaz, parce que ça a crit mortel, ça a anti-monstre plus un rem, donc ça tape vraiment fort sur les monstres, ça découpe vraiment sec. Et puis, quand vous n'avez pas de rampage, que vous frappez en dernier et tout, ça plus les occurrences de frappe en dernier pour le reste de l'armée. En fait, quand on avait des armées qui étaient composées d'un mix de monstres ou de grosses pièces et d'unités classiques, on se retrouvait quasiment à tout le temps frapper en dernier parce qu'il y a des monstres qui cassent partout. Donc notre grosse pièce, genre Nagash, Archaon ou notre gros truc, il frappait tout le temps en dernier. On faisait pas de rampage et à côté, quand on tapait avec nos unités normales, il y avait le Dirty Tricks qui nous mettait frappe en dernier. Donc excellente unité qui est en plus très jolie avec des modèles extrêmement variés. Qui est vraiment cool. Voilà, c'est une très très bonne unité. Il vous en faut dans votre armée parce que ça propose un gameplay justement qu'on va jouer en multiple small unit. On peut donc c'est une unité que moi j'apprécie beaucoup. Un peu en sacrifice comme ça met toujours des petits taxes de passage. C'est vraiment cool. On continue avec les éventreurs, les Gut Reapers, c'est-à-dire vraiment la colonne vertébrale théorique de l'armée. C'est ceux avec les espèces de petits boucliers assez stylés ou quoi. Là, globalement, on est à 170 points, les 10. Vous avez 2 PV par bonhomme, une sauvegarde à 5. Vous allez avoir 2 attaques en 4, 3, sans reine, dégâts 1. Mais surtout, vous allez potentiellement donner -1 pour toucher en mêlée sur les unités autres que héros. Ouais, bah c'est très bon. Voilà, du coup là on a les malus, -1 touche, potentiellement -1 bless en fonction des unités qu'on a dans notre armée. Le cœur de l'armée qui va bénéficier globalement de beaucoup des plus en sauvegarde qui commencent à 5, mais en fait finalement on se rend compte qu'on peut aller à +2 facilement et peut-être à +3. Donc on monte à des Gutripas qui finalement tankent très bien et peuvent mettre des belles douches de crit mortal parce que bah, ça joue beaucoup en renforcé. 20 Gutripas c'est 41 attaques qui peuvent mettre du crit sur du 5+. Donc bah, c'est vraiment très très fort. Ça vous met plus d'une dizaine de 12, 13 blessures mortelles par phase. Donc ça, un pack de 20 et après des monstres Aquilaz, c'est une ossature qu'on a vu bien fonctionner dans les armées, c'est-à-dire une belle enclume qui en plus peut mettre des bons petits trucs. Et puis des monstres Aquilaz pour jouer un peu plus sur les flancs et jouer un peu plus en marteau. Et on termine avec 2 unités. Le premier, c'est les embrocheurs, c'est-à-dire les unités de 3 avec des belles arbalètes. On est à 110 points les 3. Et derrière, on va avoir l'empaleuse qui elle, est à 160 points pour 2 shoots, mais dégâts D6. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de ce genre d'armée de tir ? Moi, je fais un petit peu l'analogie entre eux et les snipers Skaven. Est-ce que tu les vois par 3 ? Est-ce que tu les vois par 6 ? Est-ce que tu vois un vrai gameplay de tir ? Ou est-ce qu'on est vraiment plutôt sur du soutien ? Alors, ça peut être une des bases de votre létalité. Elle peut aussi compléter la létalité de corps à corps de manière équilibrée. Il faut déjà savoir que eux, c'est du crit auto-wound et pas du crit mortel. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que Game Workshop n'a pas uniformisé le côté venin en crit mortel. Ça rend les choses plutôt stables. C'est-à-dire qu'à distance, vous prenez des saves et vous êtes capable d'encaisser. Par contre, dès que vous rentrez dans les corps à corps, là, c'est du crit mortel, donc c'est un peu plus dangereux. On aime bien les jouer par 3. Pourquoi ? Parce que vous avez un champion. Donc le champion a plus un tir, donc en fait, vous passez de 2 tirs chacun à du coup une unité à 7 tirs, donc c'est plutôt
mathématiquement intéressant de jouer des unités de 3. Maintenant, ça force une armée qui est vraiment plutôt MSU. On peut penser aussi à une grosse unité de tir qui prendra un plus un hit, qui va beaucoup apprécier et qu'on peut téléporter durant notre tour pour aller chercher des cibles intéressantes, tuer des personnages et tout. Ou alors plein d'unités de 3 qu'on va lancer un peu comme ça, se cacher. Si on meurt, c'est pas très grave, on en a d'autres. Des petites unités de Monstakilas pour compléter, un bloc, et puis des figurines qui vont tourner autour, des vautours et tout. Donc on voit, c'est vraiment ce côté guérilla. Une guérilla, ça se fait pas sans armes à distance. On fait pas de la guérilla que au corps à corps. Bah, il nous faut un peu d'armes de tir. L'arbalète, c'est une des seules machines de guerre un peu vraiment jouables dans le jeu. Elle est intéressante parce qu'elle fait des gros dégâts sur les monstres. On monte à raid -3 dans les monstres, donc ça fait rigoler 0. Qui est dégâts D6, donc sur tout le monde c'est en variance, et sur les monstres c'est flat 6, donc ça met des énormes parpaings. Ouais, on fait gaffe à l'arbalète sur ce truc là. Moi, c'est les unités de tir que j'aime bien. On peut jouer les deux, on peut jouer que des arbalétriers. Je déconseillerais de jouer plus de une grosse arbalète, juste pour le côté vraiment dissuasif. Mais voilà, c'est vraiment excellent. C'est des très très bonnes unités de tir. On a fait le tour de ce qui va faire les entrées donc de ces deux factions. Avant d'en débriefer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des régiments de renom? J'aime le fait qu'ils aient ajouté ces régiments directement dans les livres d'armée maintenant. Ouais. Est-ce que c'est des pages pour des pages? Est-ce qu'il y en a une qui est intéressante? Est-ce que tu nous parlais tout à l'heure de cette fameuse Big Wag? Est-ce qu'on peut aller chercher des choses? Est-ce que tu as des pistes aussi à creuser? Ouais, bah la Big Wag, ce qui est intéressant, c'est du coup, elle va vous permettre déjà de jouer toute votre collection. Si vous êtes déjà un joueur Iron Joe et Cruel Boys, et que vous avez envie de mettre toutes vos figurines sur le champ de bataille, là c'est bien adapté. Ça va permettre de combiner les unités entre elles. Vous avez une forme de récursion parce que vous allez pouvoir ramener des orques à la vie au fur et à mesure, donc rappeler des unités. Donc il y a ce côté un peu WAG infini qui induit un tout nouveau gameplay, donc qui est vraiment cool. C'est-à-dire que Game Workshop a pris le temps de construire un truc qui est sympa et qui appelle un autre gameplay, donc c'est toujours intéressant de pouvoir redécouvrir son jeu. Et puis de l'autre côté, on va avoir d'autres armées de renom qui sont plutôt côté fluff, c'est-à-dire si on veut rejouer une WAG spécifique avec un certain type d'unité, avec un personnage nommé, etc. Bah là on a l'ouverture sur du gameplay un peu plus cool, je dirais, pour le vendredi soir au club, se faire une armée à thème pour pouvoir affronter peut-être une autre armée de renom et se faire une bataille un peu fluff avec un petit historique autour. Ça peut être très sympa. On rappelle que quand on joue une armée de renom, on perd tous les bonus, même la règle d'armée. C'est-à-dire que pas que les formations, aussi la règle d'armée. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est compétitif par rapport à cette fameuse Big Wag, où on va préférer l'ADN des armées et finalement c'est plus pour prétexter de jouer une collection multiple? On va dire que la Big Wag, c'est peut-être la seule qui me semble à peu près jouable. Encore une fois, on n'a pas énormément testé, hein, c'est vraiment sur le papier. Les autres sont vraiment très 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 en dessous, ils sont vraiment destinés à du full amical, fluff et tout. La Big Wag, elle peut se défendre sur une partie de manière honorable, notamment quand il n'y a pas beaucoup d'objectifs sur la table. Le côté récursion des packs d'orques peut être vraiment intéressant, avec des toutes petites combinaisons qui sont plutôt simples à mettre en place, donc c'est plutôt simple. Voilà. Ok, on a fait le tour donc des deux armées. Si là on fait un petit dézoom et qu'on s'attaque d'abord sur la partie des Cruel Boys, puisqu'on vient de la faire, Ouais. bon, déjà on voit que en termes de potentiel de jeu, de skill cap, d'aléatoire aussi bien évidemment, mais encore une fois sur le potentiel du jeu, mais ça se remarque que ça vaut aussi pour la partie justement des marches fer, c'est qu'en fait on est faussement sur des armées teuteux de je suis un pot verte et je vais tout droit. Ouais. Le Cruel Boss ne l'est pas du tout, c'est vraiment une armée qui est très technique, qui va résider dans, comme tu disais, la maîtrise des dirty tricks et des coups fourrés qu'on va faire à son adversaire, la façon dont on va les dépenser, le risque qu'on va prendre et notre gestion de l'aléatoire durant la partie. On va avoir des tours, des battle rounds où nos dirty tricks vont tous bien se passer, d'autres où ça va moins bien se passer, donc on va peut-être perdre des ressources à cause de ça, et il va falloir qu'on manage ce risque-là durant toute la partie. C'est ça qui fait tout le sel et l'intérêt des Cruel Boys, avec des dégâts qui peuvent être lissés mais stables avec du crit mortel un peu partout, ou une fausse tankiness qui peut apparaître et où l'adversaire peut finalement s'empaler sur des orques qui sont un peu plus tankis que prévu et ils vont finalement leur mettre une taxe qui n'était pas prévue au départ. Ça plus le frappant dernier, on a des beaux petits trucs pour côté tactique. Il faut savoir que les Cruel Boys, c'est les spécialistes du côté tactique adverse avec leurs différentes capacités. C'est vraiment une des armées, peut-être les Skaven, qui est capable de le plus embêter le jeu adverse. Voilà, un peu comme Zinj peut le faire, etc. C'est un peu les trois armées qui sont reines dans ce domaine-là, d'embêter et de jouer beaucoup avec l'adversaire et avec son moral et son stress à réussir ses tactiques de bataille. J'ai une question pour toi. On revient un petit côté vraiment des marches fer, donc c'est-à-dire eux qui tapent vraiment théoriquement fort. Toi qui es un joueur qui est connu pour pas avoir de chat, tout le monde se plaint sur sa chance, mais en tout cas, tu sais, aujourd'hui, tu vas avoir deux styles de joueurs. Tu vas avoir ceux qui sont là pour faire du stat hammer, sous-entendu, même si je touche à 4, alors que la stat à 4, on peut la calculer, mais elle est tellement sujet à la variance que c'est compliqué. Est-ce que c'est comme une armée qui, par son tanking, va quand même récompenser les choix stratégiques versus les craquages potentiels?
Ouais, parce que, comme tu as dit, le touche à 4, on peut toujours rien faire ou tout faire en fonction du moment. Maintenant, on a quand même des bonnes sources de stabilité. On a un tanky qui nous permet quand même certaines petites erreurs, parce que dans le jeu aujourd'hui, avoir une sauvegarde à 3, c'est pas négligeable. On a quand même une capacité de mettre des crits mortels sur une unité qui, quand elle passe, ben là, on va vraiment genre tout arracher sans question de statistiques ou quoi que ce soit quasiment dans le jeu. On a des unités qui sont spécialisées qui vont passer à travers ce truc là en augmentant l'arène, les dégâts, les choses comme ça contre certains types d'unités, monstres, infanterie, cavalerie. Donc ça va plutôt récompenser un bon général qui va pouvoir utiliser les bons outils aux bons endroits sur le champ de bataille. Et finalement c'est une armée qui est vraiment proche d'une armée assez classique, c'est-à-dire j'ai des forces qui correspondent, qui sont un couteau suisse qui fonctionne contre une partie de l'armée adverse mais pas contre une autre. Un peu comme vous avez dans les jeux vidéo, genre Age of Empires, un truc comme ça. J'ai mes archers, c'est fort contre ce type d'unité là. J'ai ma cavalerie, c'est fort contre le type d'infanterie comme ça. Mais j'ai aussi l'infanterie qui est anti-cavalerie. Donc avec tout ça, je dois me manier et faire mon pierre feuille ciseaux sur le champ de bataille en utilisant des outils plus ou moins complexes, des mouvements durant la phase d'héros, choses comme ça. Et on peut aussi jouer l'armée un peu en mode fou plaisir, c'est-à-dire je mets des orques, je vais tout droit. Et ben je peux aussi tabasser de manière assez conséquente et sans me faire des nœuds au cerveau. Mais je peux aussi rentrer dans un jeu un petit peu plus complexe qui peut être assez intéressant. Voilà, avec différents niveaux de lecture et de maîtrise de son armée. Les Iron Joe, voilà, et pour moi il y a deux vraiment styles. Les Cruel Boss, c'est vraiment une armée qui est technique du début jusqu'à la fin, on peut pas faire de choses vraiment simplistes. Donc voilà, c'est deux types d'orques qui ont une manière d'approcher le champ de bataille assez différente. D'accord, par rapport aussi au fait qu'on fait la migration index livre d'armée, est-ce que les décors de faction et les manifestations apportent un vrai renouveau, un changement de lecture quand on va les jouer ou les affronter? Franchement, on va dire pour les Cruel Boss, c'est quand même sympa de pouvoir améliorer les Dirty, ça touche au cœur de l'armée. Celui des Iron Joe, il donne un bon debuff sur les unités adverses, mais c'est pas incroyable en termes de rejouabilité. Pour moi, les manifestations sont ok, mais vont pas creuser un gameplay de malade. Elles donnent des effets qui sont pas renversants en termes de rejouabilité. Donc c'est pas parfait. Maintenant, je pense que il y a de belles choses à faire, pas mal de compositions d'armées à voir, peut-être l'armée de Renom Bigwag à tester. Voir par rapport aux ajustements des autres armées comment est-ce que vont s'adapter les Uruk et essayer de revenir dans la méta. Et puis c'est toujours pareil, à force de pas jouer contre une armée, peut-être qu'on va finir par commencer à surprendre avec les orques et ce qu'ils sont capables de faire. Je suis pas sûr que l'ajout de Game Workshop par contre ajoute une profondeur monstrueuse en termes de gameplay par rapport à ce qu'on avait en début de V4. D'accord, c'est intéressant. En gros, aujourd'hui, cette notion donc de avoir sorti des index puis maintenant des livres d'armée avec peu de nouveautés. Clairement, de toute façon, si vous avez jugé Age of Sigmar en V4, le gros virage qui va être fait, ça sera d'ici 3-4 mois avec le nouveau manuel général et donc la nouvelle saisonnalité et surtout en fait les nouveaux mécanismes de scénario et surtout aussi justement potentiellement garde du corps, voilà, toutes ces règles de saisonnalité qui seront en plus donc de la migration index livre d'armée. Ouais, c'est sûr. Et le Battle Roll booste par contre énormément des unités type infanterie à qui on va donner plus de mouvement avec les sergents de campagne. Et donc ça c'est pareil, c'est à creuser avec l'impact du Battle Roll et que ça va rendre d'un seul coup notamment les armées d'Iron Joe ou de Cruel Boys plus rapides et donc finalement couper une de leurs faiblesses qu'on pensait irrémédiable, le fait d'avoir 4 de mouvement sur ton profil ou 5, tu peux pas y faire grand chose. Là si finalement dans ta composition d'armée tu vas pouvoir aller chercher les choses qui vont passer outre ça. Et dernière question pour toi, est-ce que c'est une armée que tu recommanderais soit à un débutant, soit à quelqu'un qui a une petite armée et qui veut partir pour une nouvelle collection sur 2025? Ouais, alors les Iron Joe clairement pour les débutants, les Cruel Boys pas forcément trop parce que ça peut être un peu frustrant si on utilise mal ces coups fourrés, on va passer des fois des mauvaises parties à se faire table rasée, pas comprendre trop pourquoi. Les Iron Joe c'est très bien pour commencer, plusieurs niveaux de lecture, on va jouer d'abord assez simplement, puis on va commencer à creuser un peu les gameplays en rajoutant des unités de différents types, donc c'est vraiment cool. Et les Cruel Boys plutôt en deuxième partie si on veut tomber dans un gameplay un peu plus technique en restant sur l'armée, puis en plus on peut les combiner avec la Big Wag, donc ce sera toujours sympa pour le joueur de pouvoir jouer avec ces deux collections, et avec ça on part pour facile 5 ou 6 ans de collection avec un type d'orque mais en pouvant varier les éléments. D'accord, écoute, en tout cas un grand merci à toi d'être venu nous présenter ce nouveau Battle Top des Uruk Warclan. Les amis, on espère clairement que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter Fred Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.